Il m'a fallu très longtemps pour être enfin capable de parler de ce qui s'est passé. Ce n'est pas une belle histoire. Ma mère a été assassinée par ma sœur. Les violences domestiques ne concernent pas uniquement les couples. Et je tiens à ce que les gens sachent que parfois, c'est votre propre enfant qui peut vous faire du mal. On a eu les mêmes parents, la même éducation. Moi, je suis devenue quelqu'un de bien. Mais dès la naissance, quelque chose n'allait pas chez Paige. Il y avait quelque chose de pourri en elle. Ça s'est développé et ça n'a fait qu'empirer. Je pense que Paige Conley est née avec le mal en elle et qu'elle mourra de la même manière. Ma grand-mère était une des personnes que je préférais sur Terre. Et quand je l'ai perdue, à cause de Paige, j'ai perdu une part de mon enfance. Il n'y a pas de mot assez fort pour décrire le mal qui habite Paige. Et je suis convaincue qu'une place de choix l'attend en enfer. C'est une photo de moi, ma mère et Paige. Paige est ma petite sœur. Elle a environ 7 ans et demi de moins que moi. Ma mère s'appelait Carleen Conley. C'était une femme aimante et chaleureuse. Elle aimait tout le monde. Maintenant, je sais que Paige se montrait déjà violente envers elle à cette époque. On peut voir qu'elle la tient très serrée par l'épaule. Sa main ressemble presque à une griffe. Paige s'accroche désespérément à elle, comme si elle voulait l'empêcher de lui échapper. Comme si elle considérait qu'elle lui appartenait. Paige porte son uniforme d'école privée, alors je dirais qu'elle doit avoir environ 15 ans. Nous vivions à l'est de Cincinnati. Mon père était cadre dans une grande entreprise. Il travaillait du matin au soir, 6 jours par semaine. Ma mère et lui avaient des problèmes. Et je pense que ma sœur cherchait à attirer l'attention. Que ce soit pour des raisons positives ou négatives, c'est ce qu'elle voulait. Elle n'est allée dans cette école que quelques mois avant de se faire renvoyer parce qu'elle se comportait mal et qu'elle séchait les cours. C'est là que mon père a décidé de l'envoyer en pension. Mais une fois encore, Paige a réussi à se faire envoyer très rapidement. La pension dans laquelle elle avait été inscrite était religieuse. Et Paige a été surprise en train de fumer de l'herbe et de se tirer les cartes avec une camarade. Évidemment, les responsables de l'école ont considéré que c'était l'œuvre du diable. Mes parents étaient furieux qu'elle se soit à nouveau fait renvoyer. Pendant longtemps, j'ai cru que Paige agissait comme ça en réaction au divorce de nos parents. Mais avec le recul, je me rends compte que ça allait bien au-delà de ça. Ce que l'on considère sans grande importance, ni très inquiétant, peut en réalité s'avérer être très mauvais signe pour l'avenir.
Pour moi, cette photo marque le début de la vraie délinquance chez Paige. Plus elle a vieilli, plus elle s'est transformée en monstre. Elle est devenue problématique avec un grand P. C'est une photo de Paige pendant sa grande aventure. Avec des amis, elle avait décidé d'aller au lac Tahoe. Ils sont entrés chez mon père par effraction. Ils ont volé sa chaîne IFI et quelques autres objets, dont toutes ses bouteilles d'alcool. Et ils ont pris la route en empruntant sa voiture. Contre l'avis de ma mère, mon père en a déclaré le vol auprès de la police. Paige et ses amis sont allés jusque dans le Colorado avant d'être arrêtés. Ma sœur a passé le week-end en cellule. Mon père l'a rejointe en avion et il était là lorsqu'elle est passée devant le juge qui lui a sévèrement remonté les bretelles. Mais elle était encore mineure. Le tribunal ne pouvait pas faire grand-chose. Je pense qu'il espérait que ça lui servirait de leçon. Mais elle se sentait dans son bon droit. Et ma mère la considérait comme une sorte de fan blessé qui nécessitait d'être choyée en permanence. Quand je vois à quel point Paige a l'air d'être heureuse sur cette photo, tout en sachant le mal qu'elle fait autour d'elle, je pourrais la frapper. Ma mère a tout fait pour que j'aie une relation avec ma tante. Elle lui a toujours donné une nouvelle chance de se racheter. Malgré tout ce qui était déjà arrivé, elle l'aimait. Et elle voulait que je noue des liens avec elle. Je me souviens d'un de mes anniversaires. Ma grand-mère avait préparé un de mes plats préférés. Et Paige a fini par se montrer jalouse de toute l'attention que je recevais ce jour-là. On était à table quand Paige s'est levée pour aller aux toilettes. On l'a clairement tous entendu se forcer à vomir. Quand elle est sortie des toilettes, elle a dit à ma grand-mère qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle devait s'en aller immédiatement. Maintenant, on était en plein repas. On n'avait pas terminé. On n'avait même pas encore mangé le gâteau. Mais ma grand-mère s'est levée. Elle savait qu'elle devait partir car quand Paige décidait de quelque chose, c'était irrévocable. Elle a fait la même chose lors d'autres anniversaires, dans celui de mon père. Et je sais que ma grand-mère souffrait de rater tous ces moments avec nous à cause de Paige. Tout devait toujours tourner autour d'elle. Si ce n'était pas le cas, c'était un vrai problème. J'avais beau être petite, je savais qu'elle se comportait de manière manipulatrice. Quelque chose ne tournait pas rond chez elle. Paige n'appréciait pas de ne pas être le centre d'attention de ma mère. Pendant les années qui ont suivi, Paige a continué de causer une multitude de soucis dans sa vie. J'ai eu l'impression de voir ma mère vieillir en accéléré. Je ne m'en suis pas aperçue, mais c'est environ à ce moment-là que Paige a commencé à la frapper. Je me rappelle avoir dit à ma mère que Paige était en train de la tuer à petit feu. Mais elle ne voyait pas la vie autrement. C'était sa fille, et selon elle, elle devait s'en occuper malgré tout. Et moi, je ne pensais pas qu'un jour, elle finirait par la tuer littéralement. Un jour, quand j'avais environ 9 ans, ma grand-mère m'avait promis mon dîner préféré. C'était le genre de choses qu'elle faisait.
On est allé faire les courses ensemble. J'adorais l'accompagner et l'aider à pousser le chariot. Puis Paige a téléphoné à ma grand-mère en lui disant qu'elle était tombée dans les escaliers et qu'elle s'était blessée. Il fallait que ma grand-mère revienne tout de suite pour l'aider. Elle a tout laissé au milieu du magasin et on est rentré. Paige a probablement appelé 3 fois pendant le quart d'heure qu'a duré notre trajet jusqu'à la maison. Je l'ai trouvée debout dans la cuisine. Je me suis dit que si elle était debout, elle ne s'était pas cassé la jambe et elle ne devait pas s'être tant fait mal que ça. T'en as mis du temps. On est rentré aussi vite que possible. Paige lui a montré où elle avait mal. Fais voir. Ma grand-mère a dit que ça n'avait pas l'air très grave. On va mettre du froid dessus. Paige n'a pas apprécié sa réponse. Et ma grand-mère est passée à autre chose. Ma tante semblait frustrée que sa mère ne soit pas plus affectée que ça par sa blessure. Il n'y avait aucune raison de nous faire revenir en catastrophe du magasin pour ça. On pensait qu'elle s'était cassé la jambe ou qu'elle s'était gravement blessée, alors qu'elle n'avait que quelques bleus. Je pense sincèrement que Paige s'était jetée volontairement dans les escaliers pour que ma grand-mère revienne s'occuper d'elle. Elle était à ce point jalouse du temps que je passais seule avec elle. Elle ne supportait pas qu'elle accorde de l'attention à quelqu'un d'autre. Elle était à la limite de la folie. Elle se faisait du mal intentionnellement pour attirer l'attention des gens. Un été, ma mère a embauché Paige pour nous garder, mon petit frère et moi. Paige était toujours volontaire pour jouer avec nous, pour nous emmener en balade ou au parc. Non, mais t'es pas par terre. Mais j'arrive! On se disait qu'on allait passer un super été. Et au début, c'était le cas. Mais ensuite, Paige a commencé à nous punir. Et elle s'est mise à nous donner des fessées. Qu'est-ce que j'ai dit? À nous crier dessus. Tu crois que je rigolais? Ma tante pouvait être géniale. Nous emmener au parc et nous offrir des glaces avant de changer en un instant et de se mettre à nous frapper et nous punir. Quand mon frère était dans sa ligne de mire, je devais rester et regarder Paige le punir. Je me sentais vraiment mal à vivre avec cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Quand ma mère venait nous récupérer, elle remarquait qu'on n'avait parfois pas l'air bien, qu'on était particulièrement calme et qu'on ne lui racontait pas la super journée qu'on venait de passer. Salut, vous avez passé une bonne journée? À ce moment-là, je n'en savais pas encore assez sur le comportement de ma sœur. Je n'avais pas encore assez d'éléments pour ne pas lui confier mes enfants. Jusqu'à ce qu'un jour, l'un d'eux me dise que Paige les frappait. Je me souviens d'être allée lui en parler. Je lui ai dit que je n'acceptais pas qu'elle fasse ça. Ce n'était pas son rôle et qu'elle n'avait pas le droit de lever la main sur eux. Ça l'a mise très en colère. Mais je lui ai dit que ça ne me satisfaisait pas et qu'elle ne garderait plus mes enfants. Pardon? Ses yeux se sont rétrécis. Son regard est devenu dur et elle a serré les poings. Elle m'a regardée avec un regard très intense, comme si elle avait envie de se venger sur moi. Puis, elle est partie en claquant la porte. À partir de ce moment-là, je n'ai plus laissé mes enfants seuls avec Paige. Je ne savais pas de quoi elle était capable. Et je n'avais aucune envie de le découvrir. Si ma mère était là, mes enfants pouvaient passer du temps avec elle, parce que je savais que ma mère ferait tout pour les protéger.
Chaque fois que j'allais chez ma grand-mère, Paige était là pour gâcher mon séjour. Elle était très insomniaque. Elle pouvait rester quasiment sans dormir pendant des jours et des jours. Elle me faisait jouer à un jeu consistant à rester réveillée le plus longtemps possible. On était assis sur le canapé, devant la télé, et je pouvais sentir mes paupières s'alourdir et se fermer alors que Paige m'observait. Elle me regardait de manière mauvaise, comme si elle m'en voulait. Elle finissait par taper de la main sur le canapé ou sur un coussin pour me réveiller en sursaut. Et ça marchait. Ça me faisait assez peur pour me tenir éveillée quelques minutes de plus, jusqu'à ce que le sommeil reprenne le dessus. Un soir, Paige s'est mise particulièrement en colère contre moi parce que je n'arrivais plus à lutter. Qu'est-ce qui se passe ici? Ma grand-mère m'a emmenée me coucher et elle m'a bordée. C'est là que Paige est montée aussi. Elle voulait m'empêcher de passer du temps avec elle et elle est vite devenue agressive. Hey, attends! Paige essayait de forcer la porte, alors ma grand-mère l'a verrouillée. Paige s'est mise à tambouriner dessus, de plus en plus en colère. Tout va bien, viens dans mes bras. Paige me criait de sortir de la chambre, qu'elle voulait juste passer du temps avec moi. Puis elle s'est mise à hurler en disant que je ne l'aimais plus et que je ne voulais plus la voir. Alors quoi? Tu m'aimes plus, Taylor? Viens me le dire en face! Elle a commencé à essayer de casser la porte, juste pour m'atteindre. J'étais terrifiée. Je pleurais. Ouvrez cette porte! Ma grand-mère me répétait que tout allait bien se passer, qu'il n'allait rien m'arriver et qu'elle ne la laisserait pas me faire du mal. Elle est restée avec moi en me serrant dans ses bras. Quand Paige a arrêté de tambouriner et d'essayer de défoncer la porte, une espèce de silence inquiétant s'est installé. J'étais persuadée qu'elle se préparait à faire quelque chose de bien pire. Puis j'ai fini par m'endormir dans les bras de ma grand-mère. Ma grand-mère avait très peur de Paige et j'étais très perturbée par les deux aspects de sa personnalité, un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est comme si parfois, elle avait une sorte de déclic et que je ne savais pas qui elle était. Quand elle s'y mettait, on ne savait jamais ce qu'elle allait être capable de faire. Un de mes plus vifs souvenirs de Paige, c'est la fois où elle m'a emmenée avec elle adopter un chien à la SPA. De retour à la maison, j'ai compris tout de suite que ma grand-mère n'était pas au courant de ce projet. Elle a commencé à s'énerver contre Paige, à lui dire qu'elle devait aller rendre le chien, car elle n'avait aucune des affaires nécessaires pour en prendre soin. Ma grand-mère m'a demandé de l'emmener dehors pour qu'il fasse ses besoins, le temps qu'elle se mette d'accord. Quand je suis revenue dans la maison, j'ai vu que Paige était en train de plaquer ma grand-mère contre les placards de la cuisine. Elle tenait un bol en porcelaine au-dessus de sa tête, prête à frapper ma grand-mère avec. Quand elle m'a vue, elle a tout de suite lâché le bol. Ma grand-mère a essayé de me donner son téléphone pour que j'appelle la police. Mais Paige a réussi à l'attraper et elle l'a jeté à l'autre bout de la pièce. La seule chose dont j'étais sûre, c'est que ma grand-mère avait peur et qu'alors il fallait que j'aie peur aussi. Je me suis enfuie et je suis allée m'enfermer dans la voiture de Paige, dans le garage. En regardant dans le porte-gobelet, j'ai vu que Paige y avait laissé son téléphone. Alors j'ai appelé ma mère, je lui ai raconté ce qui se passait et je lui ai demandé d'appeler la police. Paige s'en prend à mamie. Elle l'a plaquée contre le mur et elle la frappe.
Ma mère a essayé de me rassurer et elle m'a dit qu'elle serait là avant l'arrivée de la police. Elle m'a demandé de retourner dans la maison pour voir si ma grand-mère allait bien. Quand elle m'a vue, Paige m'a attrapée par le bras et m'a forcée à m'asseoir sur le canapé. Elle s'est assise sur une chaise en face de moi et elle s'est mise à me fixer. Elle avait un regard sauvage. On aurait presque dit un animal. Ma grand-mère a demandé à Paige de me laisser tranquille. Elle lui disait qu'elle me faisait peur et qu'il fallait qu'elle me laisse partir. Paige, ne fais pas de bêtises, arrête. Paige me regardait avec ses yeux vides et elle m'a demandé si ça y était, si j'avais enfin peur d'elle. J'avais vraiment peur que Paige me fasse du mal, voire qu'elle me tue. Et là, j'ai entendu la voix de ma mère. Taylor, où es-tu? Paige menaçait ma fille. Je ne sais pas de quoi j'aurais été capable si la police n'avait pas frappé à la porte au même instant. Ça a mis un stop à toute la scène. Ma fille a couru dans mes bras. Paige avait l'air en colère. Et je me rappelle qu'elle est allée s'enfermer au sous-sol. Ma mère a refusé de porter plainte. Les policiers sont repartis. Ma mère avait l'air épuisée. Elle soupirait, la tête basse, et elle m'a dit qu'il valait mieux que je ramène Taylor à la maison. Paige était plus que perturbée et en quête d'attention. Elle représentait un vrai danger qui nous menaçait tous. J'étais inquiète de ce qui pouvait se passer ensuite. Un dimanche soir, ma mère m'a appelée. Elle était en larmes au téléphone. Paige s'en prenait à elle. Elle n'arrêtait pas de la frapper. Mon mari a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Et j'ai dit à ma mère qu'on arrivait tout de suite. Mon mari et moi, nous nous sommes précipités chez elle. On a découvert Paige qui tournait en rond, qui faisait les 100 pas, les yeux exorbités, en se parlant à elle-même. Elle avait l'air complètement folle. Elle n'arrêtait pas de frapper le plan de travail avec un couteau. Elle tapait, elle tapait, elle tapait. Encore et encore. Et elle laissait d'énormes entailles. Paige, c'est moi. Mon mari lui a demandé de poser le couteau pour qu'ils discutent. C'est là qu'elle s'est rendue compte de notre présence et de notre intervention. Mon mari lui a pris le couteau des mains et a essayé de l'emmener s'asseoir pour la calmer. J'ai couru à l'étage pour m'assurer que ma mère allait bien. Elle était assise dans le petit fauteuil à côté de son lit, prostrée. Elle avait l'air terrifiée. Elle m'a dit que Paige s'était mise à la frapper et à la menacer avec le couteau. Elle était montée se réfugier à l'étage, s'était enfermée dans sa chambre, mais Paige avait essayé d'enfoncer la porte. Je ne sais pas ce qui aurait pu arriver si ma mère n'avait pas réussi à mettre cette porte entre elle et Paige pour me téléphoner. Maman! Ouvre! Ma mère vivait dans la peur, dans sa propre maison. Je lui ai dit qu'il fallait que Paige s'en aille, qu'elle était en danger. Il faut que Paige quitte la maison.
Elle m'a dit qu'on pouvait rentrer chez nous et qu'elle était désolée de nous avoir dérangés. Ce sont ses propres mots. Pardon de vous avoir dérangés. Je lui ai répondu qu'il n'était pas normal de se faire agresser dans sa propre maison. Elle a refusé que j'appelle la police et que je l'emmène à l'hôpital. J'avais l'impression d'être pieds et poings liés. C'était horrible. C'est une photo du plan de travail que Paige a martelé le soir où ma mère m'a appelée pour me dire que Paige la frappait. J'ai été choquée de voir ce qu'elle avait fait à ce meuble. Et si ça n'avait pas été un meuble, quelle était la prochaine étape? Cette photo symbolise toute la colère, la haine et la rage de Paige. Tout le mal qui bouillonnait en elle. C'était un aperçu effrayant de la suite à venir. Un samedi après-midi, ma mère m'a appelée en pleurs et elle m'a demandé de venir. Elle avait aussi appelé la police. À mon arrivée, les policiers étaient déjà là. Ma mère avait des bleus et des marques sur le visage. Oh, c'est pas vrai, maman. Elle avait un énorme hématome sur le bras. Contre le mur, j'ai vu un balai avec un manche en métal. Elle nous a dit que Paige l'avait frappé avec. Je lui ai demandé si elle voulait porter plainte. Elle a répondu que non, elle ne porterait pas plainte contre sa fille. Qu'elle allait bien, que ce n'était que quelques bleus. Pendant ce temps, des ambulanciers sont arrivés pour emmener Paige à l'hôpital. Elle se comportait comme une folle. Il n'y a pas d'autre mot. Elle se débattait dans tous les sens. Elle essayait de leur échapper. Elle secouait la tête. Elle insultait tout le monde. Complètement hors d'elle. Ils nous ont dit qu'ils allaient garder Paige en observation psychiatrique pendant 24 heures. On était soulagés de se dire qu'on allait pouvoir passer toute une journée sans Paige. Je comptais tout faire pour convaincre ma mère de ne pas laisser Paige revenir chez elle. Je lui ai dit qu'elle devait la mettre à la porte. Autrement, elle allait continuer à lui faire du mal et ça ne s'arrêterait jamais. Paige avait une petite trentaine d'années au moment de ces événements. Et ça me rendait folle de voir tout ce qu'elle se permettait de faire sans avoir à en affronter les conséquences. C'était une femme adulte qui aurait dû avoir son propre appartement, un métier et sa propre vie. Mais ma mère pensait que Paige avait besoin d'elle plus que toute autre chose. Et Paige en a profité. Allô? Puis on a reçu un appel de Paige qui demandait qu'on vienne la chercher. J'ai été très surprise. Je croyais qu'il devait la garder 24 heures. Mais finalement, il l'avait laissée sortir. Je lui ai dit qu'on n'irait pas la chercher, qu'elle n'était pas la bienvenue chez notre mère. Ensuite, j'ai appelé mon mari pour qu'il m'apporte quelques affaires, dont mon pistolet. Si les choses devaient dégénérer, j'étais rassurée de l'avoir avec moi. En désespoir de cause, Paige a appelé notre père et lui a demandé de l'argent pour se payer une chambre d'hôtel. C'est là qu'elle a passé la nuit. Mais j'avais peur qu'elle essaye de revenir chez notre mère. Pour la protéger, j'aurais tiré sur Paige sans hésiter une seconde.
Ma mère a cédé et elle a laissé Paige revenir. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit que Paige était sa fille et qu'elle devait prendre soin d'elle. Elles entretenaient une codépendance malsaine. Elles vivaient dans une sorte de cercle vicieux qui ne s'arrêtait jamais. On ne pouvait pas empêcher ma mère de prendre soin de Paige. Son amour et sa dévotion étaient ses plus grands défauts. Et Paige s'est avérée plus dangereuse et déséquilibrée que jamais. Plus ça allait, plus ses agressions devenaient fréquentes et violentes. L'anniversaire de mon fils et celui de Paige tombent à un jour d'écart. On a toujours combiné les deux pour faire une grande fête d'anniversaire. On était chez moi et avec ma mère, on discutait en préparant la soirée. Le leasing de sa voiture arrivait bientôt à terme. Alors je lui ai demandé ce qu'elle comptait faire. Et sa réponse m'a beaucoup surprise. Tu y as réfléchi? À la voiture? Elle m'a regardée et elle m'a dit « Je n'aurai bientôt plus besoin de la voiture. Mais il te faut une voiture. » Je lui ai demandé de s'expliquer, mais elle a redit qu'elle n'en aurait plus besoin. C'était très étrange, mais j'ai décidé de ne pas insister et de passer à autre chose. Il se fait tard. On a discuté encore un peu, puis ma mère a décidé de rentrer chez elle. Elle a embrassé tout le monde. Taylor, viens faire un câlin à mamie. J'ai trouvé que ma grand-mère insistait particulièrement pour que tout le monde lui fasse un câlin et l'embrasse avant qu'elle parte. Avec le recul, je me dis qu'elle savait que quelque chose allait lui arriver ce soir-là. C'était très étrange. C'est comme si elle nous disait au revoir, adieu même. Le lendemain, j'ai été réveillée par Taylor, qui me secouait en me disant de me lever. La police était là. Il fallait que je descende leur ouvrir. Une fois à la porte, j'ai trouvé un agent de police qui m'a dit qu'il avait quelque chose à m'annoncer. Je me rappelle lui avoir demandé « Qu'est-ce que Paige a encore fait ?» Mais au fond de moi, je savais que ça y était. Paige avait tué notre mère. Aussi doucement que possible dans ce genre de cas, le policier m'a dit que ma mère nous avait quittés et que ma sœur avait été arrêtée. Je me revois en train de pleurer avec Taylor. Je ne savais pas quoi dire, quoi faire, quoi penser ou quoi ressentir. Ça me rendait juste malade. Ma sœur aurait ouvert aux policiers et leur aurait dit qu'elle faisait la sieste au sous-sol et que lorsqu'elle était remontée, elle aurait trouvé notre mère par terre, sa bouche, son t-shirt, ses bras, ses jambes, elle était recouverte de sang. Personne n'explique comment quelqu'un qui faisait la sieste aurait pu se retrouver à ce point maculé de sang. Ensuite, elle a changé sa version des faits et elle a dit que des dealers avaient dû s'introduire dans la maison et faire du mal à notre mère, à défaut de la trouver elle. Il y a des gens qui me cherchent. Quels gens? Des anciens dealers. Des anciens dealers?
Pourquoi? Vous leur devez de l'argent? Oui. Je ne sais pas comment ces pauvres policiers ont pu supporter de l'écouter inventer ces histoires toutes plus ridicules les unes que les autres. Quand l'histoire des dealers n'a pas marché, elle a dit que quelques jeunes filles avaient demandé des bonbons pour Halloween. Mais on était en mars, c'était impossible. J'ai ouvert la porte et il y avait 4 ou 5 fillettes d'environ 10-12 ans qui m'ont dit « Hé, des bonbons ou un sort !» Et tout ça, j'ai pas bien compris. J'ai dit « Quoi ?» Je ne crois pas que quiconque ait cru un mot de ce qu'elle racontait. Dites-moi la vérité. C'est vous qui avez fait ça à votre mère? Non. D'accord. Je ne cherche pas à vous faire du mal. Je ne veux pas être méchant. Je sais, et je sais aussi que je dois avoir l'air coupable. Votre histoire ne tient pas debout. Elle ment éhontément. L'avez-vous fait? Non. Ça me donne envie de l'étrangler. Voilà. C'est elle, la Paige que je connais. C'est une photo de Paige, prise juste après avoir tué ma mère. Elle me donne la nausée. On dirait qu'elle vient de massacrer quelqu'un. Elle est couverte du sang de ma mère. C'est le sang de ma mère. Et ça, c'est la personne qui l'a tuée. Il n'y a aucune émotion dans son regard. Je n'avais jamais vu cette photo. Elle me rend malade. Je ne veux plus jamais la revoir. Plus tard, j'ai appris ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Après nous avoir quittés, ma mère est rentrée chez elle. Elle a demandé à Paige ce qu'elle voulait manger pour son dîner d'anniversaire, mais celle-ci ne lui a rien répondu. Ma mère a alors décidé de préparer des lasagnes, ce qui était le plat préféré de mon fils à l'époque. Cela a mis Paige très en colère. Ce n'était pas ce qu'elle voulait manger, et ma mère et elle se sont disputées. Paige a attrapé le bloc de couteau et elle a frappé ma mère au visage avec. Ensuite, elle lui a asséné 79 coups de couteau. Elle l'a aussi mordu des dizaines de fois. Elle s'est littéralement acharnée sur elle. Elle a cassé des lames de couteau dans son corps. À quel point faut-il détester quelqu'un pour le poignarder 79 fois? Paige est un monstre. Quand Paige a tué ma mère, j'ai perdu ma meilleure amie. J'ai perdu ma mère. Tout ce qu'elle était me manque. Son odeur me manque. Le son de sa voix me manque. Le lendemain du meurtre, la police a dit que la maison était accessible et que je pouvais y entrer si je voulais. Je ne pourrais pas dire que j'avais peur de rentrer dans la maison. J'étais trop anéantie, mais aussi comme anesthésiée. Je ne ressentais rien, mais je savais que je devais y aller. Personne n'aurait pu m'en empêcher. Je devais y aller et récupérer quelque chose qui avait appartenu à ma mère. Il me fallait quelque chose à elle qui pourrait me rassurer et me permettre de tenir. Ce gilet a été à ma mère. Elle le portait la veille de son décès. C'est ce gilet que je voulais récupérer.
Je ne pouvais pas penser à autre chose. Il me fallait ce gilet. Elle le portait souvent. Elle l'adorait. Il sentait encore son parfum. Il représentait ma mère à mes yeux. Il me fallait quelque chose que je pouvais prendre dans mes mains et qui la symbolisait. C'est très difficile d'imaginer qu'un être humain puisse commettre de tels actes. Surtout quelqu'un qu'on connaît, qu'on aimait et dont on était proche. Quand Paige a tué ma grand-mère, elle m'a enlevé tout un champ de possibles. Ma grand-mère ne me verra jamais avoir mon diplôme. Elle ne sera pas là à mon mariage. Elle ne connaîtra pas ses arrière-petits-enfants. Je fais toujours des cauchemars. Je prends des médicaments visant à supprimer les terreurs nocturnes. Je rêve que Paige est dans ma chambre et qu'elle me regarde dormir. C'est comme si elle me hantait et que jamais je n'allais pouvoir lui échapper. Même si elle est enfermée en prison, elle me fait toujours souffrir. Je suis sûre qu'elle pourrait tuer à nouveau. Elle l'a déjà fait. Et je pense qu'elle est très en colère contre nous. Elle n'aurait absolument rien à perdre si elle s'en prenait à nous. Le pire qui pourrait lui arriver serait de retourner en prison, où elle a des amis, où elle est nourrie, logée, blanchie, et où elle a tout ce dont elle a besoin. Si elle devait s'en prendre de nouveau à quelqu'un, je pense qu'elle choisirait ma mère. Je n'ai pas peur pour moi. Je n'ai jamais eu peur de Paige. Mais j'ai peur pour ceux qui croiseront sa route. Je n'ai aucune envie de voir ma sœur ou d'avoir de ses nouvelles. D'ailleurs, elle a interdiction de nous contacter. Je crois qu'elle sait qu'elle nous révulse. Qu'elle me révulse. Je la considère comme un animal sauvage. Lorsqu'on est confronté à une tragédie, on change profondément. Et alors, il faut choisir si on va se laisser anéantir par celle-ci ou si elle nous permettra d'en ressortir plus fort. Quelque part dans le nord de la France, une nuit d'octobre 1990, la pluie tombe sans interruption sur une route secondaire oubliée des cartes modernes. Et c'est là, dans ce silence trempé et froid, qu'un appel anonyme brise la routine des opérateurs du commissariat local. Une voix instable, brisée. Prononce seulement quelques mots avant que la ligne ne se coupe, il est trop tard pour lui. Et personne ne sait encore que cette phrase va hanter une ville entière pendant des décennies. Quand les premières patrouilles arrivent sur les lieux, les phares découpent à peine la silhouette d'une voiture abandonnée. Moteur encore chaud, portière côté conducteur grande ouverte comme si quelqu'un avait quitté le véhicule en pleine seconde de panique pure. Sans prendre le temps de comprendre ce qui se passait, et à quelques mètres de là, dans un fossé rempli d'eau noire et de boue, les traces d'un corps traîné s'effacent déjà sous la pluie battante, comme si la terre elle-même essayait d'engloutir la vérité avant qu'elle ne soit vue. La victime est identifiée rapidement, un homme de 34 ans, enseignant apprécié dans un lycée voisin, sans antécédents, sans ennemis connus, un profil décrit par tous comme irréprochable, presque banal dans sa normalité. Ce qui rend immédiatement l'affaire encore plus dérangeante pour les enquêteurs, car rien dans sa vie ne semble expliquer une disparition aussi brutale, aussi proprement organisée dans sa violence invisible. Très vite, la scène devient un casse-tête. Aucun signe d'effraction dans le véhicule, aucun objet de valeur manquant, pas de lutte évidente à l'intérieur de la voiture, seulement une empreinte partielle sur le rétroviseur, une marque imprécise sur le sol détrempé.
et cette sensation persistante que tout a été exécuté avec une précision froide, presque clinique, comme si quelqu'un avait anticipé chaque seconde de ce qui allait se produire. Les premières heures de l'enquête s'enfoncent dans une brume d'incertitude. Les collègues de la victime sont interrogés, les voisins aussi, les témoins potentiels passent tous au crible, mais les récits se contredisent, se fragmentent, se dissolvent dans des détails insignifiants, et très vite un motif revient dans les rapports. Personne ne semble avoir vu quoi que ce soit de réellement utile, comme si toute la zone avait été aveuglée volontairement au moment exact du crime. Pourtant, un détail refuse de disparaître. Une femme affirme avoir vu, peu avant la disparition, une seconde voiture stationnée au bord de la route, phares éteints, moteur silencieux, occupant l'espace comme une ombre trop dense pour être naturelle, mais lorsqu'elle revient sur ses déclarations quelques heures plus tard, elle hésite. Corrige, puis se rétracte partiellement, laissant les enquêteurs face à une piste qui se désagrège avant même d'avoir pu être suivie. Les jours deviennent des semaines, et l'affaire commence déjà à basculer dans ce que les enquêteurs appellent en privé une zone grise. Pas assez d'indices pour avancer, trop de silence pour abandonner. Le nom de la victime apparaît dans les journaux locaux, puis disparaît progressivement, remplacé par d'autres urgences, d'autres crimes, d'autres histoires plus visibles, mais pour sa famille, pour ses proches. Le temps s'arrête exactement à cette nuit d'octobre où la pluie a effacé les dernières certitudes. Et quelque part dans le dossier, une note manuscrite d'un enquêteur reste coincée entre deux pages. Comportement trop propre pour être spontané. Une phrase simple, presque banale, mais qui suggère déjà ce que personne n'ose encore formuler à voix haute, que ce n'était pas un crime impulsif. Ni même opportuniste, mais quelque chose de construit, préparé, attendu. À mesure que les années s'écoulent, les pistes s'éteignent les unes après les autres. Les témoins oublient, les souvenirs se déforment, les fichiers s'archivent, et l'affaire glisse lentement vers ce statut redouté dans les services d'enquête. Cold case, un dossier fermé sans l'être vraiment, une blessure administrative qui ne cesse jamais complètement de saigner. Mais parfois, dans les archives poussiéreuses, une coïncidence survient, un détail oublié refait surface, une incohérence minuscule réapparaît là où personne ne pensait plus regarder. Et c'est exactement ce qui, des années plus tard, va rouvrir ce dossier que tout le monde croyait condamné à l'oubli. Les années passent, mais dans certains commissariats, les dossiers ne meurent jamais vraiment, ils changent seulement de poussière, et c'est exactement ce qui se produit avec l'affaire de 1990 lorsque, presque 10 ans plus tard, un archiviste tombe par hasard sur une incohérence administrative minuscule, une ligne manquante dans un rapport de saisie, une signature absente là où elle aurait dû figurer, un détail que personne n'avait jugé important à l'époque mais qui, dans le silence des années 2000, commence à prendre une dimension inquiétante. Ce dossier, rouvert par simple curiosité bureaucratique, passe rapidement entre les mains d'un nouvel enquêteur qui n'a jamais connu la pression initiale de l'affaire, quelqu'un qui découvre les pages comme on découvre une histoire déjà écrite mais mal racontée. Et dès les premières heures de relecture, un sentiment étrange s'installe, trop de zones blanches, trop de témoins imprécis, trop de coïncidences alignées comme si quelque chose avait été volontairement retiré de la scène principale. L'enquêteur remarque en particulier cette fameuse voiture secondaire mentionnée brièvement en 1990, disparue des radars après quelques déclarations contradictoires, et il décide de retracer les anciennes plaques d'immatriculation archivées, une tâche lente, presque absurde. Car les bases de données de l'époque sont fragmentées, incomplètes, parfois illisibles, mais au milieu de ce chaos administratif, un lien fragile apparaît, un véhicule enregistré dans une autre région, vu dans la même semaine, puis jamais revu dans les rapports officiels. En parallèle, les témoignages anciens sont réexaminés. Certains témoins ont quitté la région, d'autres ont changé de vie, et quelques-uns refusent même de parler, comme si le simple fait de se souvenir pouvait réveiller quelque chose qu'ils avaient enfoui volontairement, mais parmi ces fragments humains, une constante revient de manière troublante. La sensation d'avoir été observé cette nuit-là, non pas par une personne, mais par une présence organisée, méthodique, presque invisible. Le nouveau travail d'analyse révèle aussi une anomalie dans le comportement des communications téléphoniques autour de l'heure du crime, des appels courts, des lignes ouvertes puis immédiatement coupées. Des signaux incohérents que la technologie de l'époque n'avait pas permis d'interpréter correctement, mais qui, relus avec les outils modernes, dessinent une sorte de cartographie fantôme autour du lieu de disparition. Comme si plusieurs points d'observation avaient été installés autour de la victime sans jamais attirer l'attention. Et puis, un nom réapparaît. Un nom qui n'avait jamais été complètement absent, mais qui avait été noyé dans les premières déclarations, une connaissance indirecte de la victime, quelqu'un mentionné seulement en passant, sans importance apparente, un individu décrit comme discret, effacé. Presque insignifiant dans le récit initial, mais dont les déplacements, une fois reconstitués, montrent une présence répétée dans les zones proches de la scène à des moments critiques. Cette découverte change immédiatement la dynamique du dossier.
Ce qui semblait être une disparition isolée commence à ressembler à quelque chose de plus structuré, quelque chose qui pourrait impliquer une préparation, une surveillance, peut-être même une mise en scène destinée à détourner l'attention dès les premières heures de l'enquête. Mais le plus troublant survient lorsque l'enquêteur tente de contacter certaines personnes ayant travaillé sur le dossier en 1990. Plusieurs sont injoignables, d'autres refusent catégoriquement de parler, et l'un d'eux, désormais à la retraite, accepte finalement une brève conversation, mais à condition de ne jamais être enregistré, et dans un silence pesant, il prononce une phrase qui change la perception entière de l'affaire. On n'a jamais cherché au bon endroit. Cette phrase, simple mais lourde de sens, devient le point de bascule de toute la réouverture du dossier, car elle suggère non pas une erreur d'enquête, mais un déplacement volontaire de l'attention, une orientation initiale qui aurait pu masquer la véritable origine des événements. Et dès cet instant, chaque page du dossier semble différente, comme si elle contenait désormais un double fond invisible depuis le début. L'affaire, qui était restée silencieuse pendant presque une décennie, recommence alors à vibrer sous la surface administrative, attirant une nouvelle génération d'enquêteurs vers des zones que le temps n'a pas totalement effacées, et sans que personne ne le réalise encore. Les premiers fils d'une vérité beaucoup plus sombre commencent à se tendre à nouveau. Dans les semaines qui suivent cette première réouverture, l'enquête cesse d'être un simple exercice d'archivage et devient une véritable traque dans le passé, comme si chaque document exhumé ne révélait pas seulement des faits, mais des ombres soigneusement conservées. Et très vite une nouvelle ligne directrice s'impose, comprendre non pas seulement ce qui s'est passé en 1990, mais pourquoi certaines traces ont survécu et d'autres ont disparu avec une précision presque chirurgicale. Les enquêteurs se replongent dans les rapports initiaux et remarquent un phénomène troublant, une forme de narration fragmentée où les mêmes événements semblent avoir été décrits différemment selon les versions. Comme si plusieurs récits avaient coexisté dès le départ sans jamais être totalement réconciliés, et au centre de ces contradictions, la scène de la voiture abandonnée devient un point fixe autour duquel tout s'organise, mais rien ne s'accorde parfaitement. Un spécialiste en relecture criminelle est appelé pour analyser la structure du dossier, et son premier constat est glaçant. La chronologie officielle ne tient pas. Les délais entre les appels, l'arrivée des patrouilles, les témoignages et la découverte du corps ne s'alignent pas correctement, comme si certaines minutes avaient été compressées, étirées ou tout simplement réécrites dans les rapports successifs, volontairement ou non. Pendant ce temps, la piste du véhicule secondaire refait surface avec une intensité nouvelle. Des données croisées révèlent qu'une voiture correspondant à la description partielle avait été signalée dans plusieurs petites communes voisines dans les jours précédant la disparition, toujours en périphérie, toujours à des heures irrégulières. Jamais assez longtemps pour être formellement identifiée, mais suffisamment souvent pour suggérer une présence répétée, presque ritualisée. Et puis un élément encore plus dérangeant apparaît, une note interne, jamais transmise officiellement au parquet à l'époque, mentionnant une possible surveillance préalable de la victime, une phrase barrée dans le dossier original, remplacée par une version plus vague dans le rapport final. Comme si quelqu'un avait volontairement adouci la formulation pour en effacer la portée réelle. Cette découverte provoque un changement de ton dans l'équipe. On ne parle plus d'un crime opportuniste ni même d'un affrontement isolé, mais d'une opération potentiellement préparée, où la victime aurait été observée, étudiée, suivie sur une période suffisamment longue pour permettre une intervention au moment exact où elle était la plus vulnérable. Les enquêteurs retournent interroger les anciens collègues du lycée, et une nouvelle image de la victime commence à émerger, plus complexe que celle des premiers dossiers, un homme respecté, oui, mais aussi impliqué dans certaines tensions internes, des désaccords administratifs mineurs. Des conflits silencieux jamais escaladés, mais suffisamment présents pour laisser des traces dans les mémoires les plus attentives. Pourtant, chaque fois qu'un élément semble ouvrir une nouvelle piste, quelque chose le referme presque immédiatement. Des témoins deviennent soudainement inaccessibles, des dossiers complémentaires sont introuvables, des archives locales déclarent ne plus posséder certains registres de l'époque, et cette accumulation de coïncidences commence à créer un malaise profond au sein de l'équipe. Comme si l'affaire résistait activement à son propre déchiffrement. C'est dans ce contexte qu'un détail presque oublié refait surface, une mention marginale dans un carnet d'intervention, indiquant qu'un témoin aurait signalé des lumières fixes, près de la route, non pas des phares en mouvement, mais des points statiques, observants, immobiles. Une description jugée à l'époque trop vague pour être exploitée, mais qui, relue avec les nouvelles hypothèses, prend une dimension beaucoup plus inquiétante. À partir de là, l'affaire cesse d'être simplement une enquête sur un crime ancien. Elle devient une exploration de ce qui a été vu, de ce qui a été ignoré, et surtout de ce qui a été volontairement retiré de la lumière, et plus les enquêteurs avancent, plus ils ont la sensation étrange que le dossier ne révèle pas seulement un meurtre, mais un système entier de dissimulation qui pourrait encore, même après toutes ces années, protéger quelqu'un ou quelque chose. Dans les jours qui suivent cette découverte des lumières fixes, l'enquête prend une direction que personne n'avait anticipée,
car ce qui n'était au départ qu'un détail marginal commence à se transformer en motif récurrent, presque obsédant. Et les enquêteurs réalisent qu'ils ne cherchent plus seulement un suspect, mais une structure entière de perception altérée autour de la nuit de 1990. Les archives locales sont de nouveau sollicitées, cette fois avec une exigence plus stricte, presque brutale. Et pourtant les résultats restent étrangement incomplets, comme si certains documents avaient été retirés avant même d'avoir été numérisés. Et cette absence systématique devient en elle-même un indice, une trace négative qui pèse autant qu'une preuve matérielle. Un ancien technicien des communications est retrouvé après de longues recherches. Il accepte de parler, mais uniquement dans un lieu neutre, loin des bureaux officiels, et dès les premières minutes de l'entretien, il évoque un phénomène que personne n'avait réellement pris au sérieux à l'époque, des interférences radio inhabituelles autour de la zone du crime. Des perturbations brèves mais répétées, comme si plusieurs canaux avaient été volontairement saturés au même moment précis. Ce détail change la perception de toute la nuit. Car une simple perturbation technique ne suffit pas à expliquer la cohérence des témoignages contradictoires, ni les zones d'ombre dans les rapports, ni même l'impression générale d'un espace contrôlé, presque isolé du reste du monde pendant quelques minutes cruciales. Pendant ce temps, le nom du suspect potentiel, déjà évoqué sans insistance dans les parties précédentes, revient avec plus de précision dans les reconstitutions. Ces déplacements, autrefois jugés insignifiants, dessinent désormais une trajectoire étrange autour de la victime, non pas directe, mais périphérique, comme une orbite constante, répétée, presque mécanique, et cette régularité inquiète davantage que toute preuve directe. Mais dès que ce nom commence à être sérieusement exploré, des obstacles apparaissent. Un dossier médical ancien disparaît temporairement des archives judiciaires, un registre d'immatriculation est signalé comme en cours de restauration, et un témoin clé, contacté par téléphone, raccroche immédiatement dès qu'il entend la référence à l'année 1990, sans explication, sans colère. Simplement un silence suivi d'une coupure nette. Dans ce climat de tension croissante, un élément encore plus troublant refait surface. Un rapport de patrouille oublié, jamais intégré au dossier principal, mentionnant la présence d'un second véhicule stationné à proximité de la route principale, non pas caché, mais volontairement positionné de manière à être visible sans attirer l'attention, une présence paradoxale, presque assumée, mais jamais interrogée à l'époque. Les enquêteurs commencent alors à envisager une hypothèse difficile à accepter. Et si la scène n'avait jamais été entièrement secrète, mais au contraire partiellement exposée, volontairement rendue ambiguë pour diluer la responsabilité, pour fragmenter la perception des témoins. Pour créer une confusion suffisamment dense afin d'empêcher toute reconstitution claire des événements? Cette idée, une fois formulée, transforme immédiatement chaque élément du dossier. Les contradictions ne sont plus des erreurs humaines, mais des effets possibles d'une stratégie globale. Les oublis ne sont plus accidentels, mais peut-être organisés. Et même les silences des témoins commencent à ressembler à quelque chose de plus lourd qu'un simple traumatisme, une forme de retenue imposée ou intériorisée. C'est à ce moment précis qu'un événement inattendu survient. Un ancien carnet personnel appartenant à un enquêteur de 1990 est retrouvé dans une collection privée destinée à être vendue aux enchères. À l'intérieur, des annotations rapides, presque illisibles, mais une phrase ressort nettement, écrite à la main, plusieurs fois soulignée. Il savait qu'on ne regarderait pas là. Cette phrase agit comme un choc silencieux. Elle ne désigne personne explicitement, mais elle suggère une conscience préalable du déroulement de l'enquête elle-même, comme si quelqu'un, dès le départ, avait anticipé non seulement le crime, mais aussi la manière dont il serait interprété, documenté et finalement enterré dans le temps. Et à partir de cet instant, le dossier cesse d'être une simple affaire non résolue. Il devient quelque chose de beaucoup plus instable, une enquête qui semble réagir à ceux qui l'approchent, qui s'adapte, qui résiste, comme si la vérité elle-même avait été fragmentée intentionnellement pour survivre, mais sous une forme que personne ne peut encore reconstituer entièrement. Dans cette nouvelle phase de l'enquête, chaque avancée semble déclencher une réaction en chaîne, comme si le simple fait de s'approcher de la vérité réactivait des mécanismes anciens destinés à la contenir, et les enquêteurs commencent à ressentir une tension inhabituelle dans le dossier. Non pas seulement à cause de ce qu'il contient, mais à cause de ce qu'il refuse obstinément de livrer. La piste du second véhicule, désormais centrale, est réexaminée avec une précision extrême, et les relevés d'époque sont recroisés avec des cartes de circulation oubliées, des registres routiers partiels, et des témoignages périphériques qui, pris isolément, semblaient insignifiants, mais qui, assemblés, dessinent une configuration troublante autour du lieu du crime, comme une sorte de périmètre invisible. Un expert en reconstruction criminelle est appelé pour modéliser la scène à partir des données disponibles, et son analyse révèle une anomalie majeure. Les temps de déplacement entre les différents points d'observation supposés sont trop parfaitement alignés pour être accidentels.
Comme si chaque position avait été occupée avec une coordination précise, sans marge d'erreur, une précision presque irréelle pour une opération improvisée. Pendant ce temps, les archives téléphoniques refont surface sous une nouvelle forme, numérisées et analysées avec des outils modernes, et elles révèlent une série de micro-appels concentrés dans une fenêtre temporelle extrêmement étroite. Tous provenant de points différents, mais convergeant vers la même zone, comme si plusieurs observateurs avaient communiqué en silence autour de la victime sans jamais se révéler directement. Ce schéma modifie profondément la perception de la nuit de 1990. Ce n'est plus une simple disparition suivie d'une découverte tardive, mais une séquence structurée, presque chorégraphiée, où chaque élément semble avoir joué un rôle précis dans la construction d'une confusion contrôlée. Et puis, un témoignage ancien refait surface, ignoré pendant des années parce qu'il semblait trop vague. Une habitante avait décrit avoir vu quelque chose d'organisé dans l'obscurité, non pas un groupe visible, mais une impression de présence multiple, coordonnée, comme si plusieurs individus avaient agi sans jamais se croiser directement, laissant seulement des traces indirectes de leur passage. Ce témoignage, autrefois classé comme subjectif, prend désormais une importance capitale. Il correspond trop bien aux nouvelles données techniques pour être écarté, et les enquêteurs commencent à envisager une possibilité plus complexe encore, celle d'une opération à plusieurs niveaux, où la visibilité aurait été intentionnellement fragmentée pour empêcher toute compréhension globale immédiate. Mais chaque tentative de remonter plus loin dans le temps se heurte à un mur administratif de plus en plus dense. Certains dossiers judiciaires ont été partiellement reclassés, d'autres présentent des incohérences de numérotation, et plusieurs documents clés semblent avoir été réécrits ou remplacés sans explication officielle, comme si l'histoire elle-même avait été éditée après coup. C'est dans ce climat de tension que l'équipe découvre un élément inattendu, un ancien plan de patrouille de la nuit du crime, retrouvé dans une boîte non cataloguée. Ce document, à première vue banal, révèle pourtant que certaines zones autour de la scène avaient été contournées de manière inhabituelle par les unités présentes, créant des angles morts involontaires ou peut-être stratégiques. Cette découverte relance immédiatement les interrogations sur la possibilité d'une manipulation des interventions initiales, non pas forcément par malveillance directe, mais par une série de décisions successives ayant abouti à une couverture imparfaite mais suffisamment efficace pour retarder toute compréhension réelle des événements. Et alors que ces éléments s'accumulent, une sensation étrange s'installe dans l'équipe, celle que le dossier ne se contente pas de révéler une vérité ancienne, mais qu'il continue de protéger activement certaines zones de cette vérité. Comme si le passé lui-même avait été organisé pour résister à toute tentative de reconstruction complète. À ce stade de l'enquête, la frontière entre investigation et obsession devient de plus en plus floue, car chaque nouvelle pièce ajoutée au puzzle ne clarifie pas l'ensemble, elle le fragmente davantage, comme si la vérité, au lieu de se rapprocher, se divisait en versions concurrentes qui refusent de coexister. Les enquêteurs décident de revenir aux personnes encore en vie liées indirectement à l'affaire, mais le simple fait de prononcer le nom de la victime de 1990 provoque des réactions disproportionnées chez certains témoins, une nervosité immédiate, des silences prolongés, et parfois une fin de conversation brutale, comme si le sujet lui-même était devenu toxique avec le temps. Un ancien journaliste local est finalement retrouvé. Il avait couvert l'affaire à l'époque, avant de quitter la région, et lorsqu'il accepte de parler, il évoque une atmosphère étrange autour de l'enquête initiale, non pas une pression explicite, mais une sorte de retenue collective. Une impression que certaines questions ne devaient pas être posées trop profondément, même sans interdiction officielle. Il raconte aussi un détail qu'il n'avait jamais publié. Plusieurs habitants auraient remarqué, dans les jours précédant la disparition, des comportements inhabituels autour de la victime, des observations discrètes, répétées, jamais suffisamment flagrantes pour être signalées comme suspectes, mais suffisamment cohérentes pour former, avec le recul, une forme de surveillance diffuse. Ce mot change tout, surveillance. Car il implique une temporalité étendue, une préparation, une intention qui dépasse largement le cadre d'un événement isolé, et les enquêteurs commencent à reconstituer l'idée d'un suivi progressif de la victime, non pas par un seul individu, mais peut-être par plusieurs points d'observation répartis dans le temps et l'espace. Pendant ce temps, les analyses des anciens relevés météorologiques et lumineux de la nuit du crime révèlent une coïncidence troublante. Des variations de visibilité inhabituelles, dues à des conditions locales spécifiques, auraient pu masquer partiellement certains mouvements sur la route, créant des zones d'ombre naturelles exploitées ou simplement favorisées par le hasard. Mais même le hasard semble suspect dans ce dossier, car ces conditions, combinées aux anomalies téléphoniques et aux témoignages fragmentés, dessinent un environnement où la perception même des événements devient incertaine. Comme si la nuit elle-même avait offert un camouflage involontaire à ce qui s'y déroulait. Un nouvel élément relance encore l'enquête, un relevé bancaire ancien de la victime, retrouvé dans des archives secondaires,
montre des déplacements financiers mineurs dans les semaines précédant sa disparition, des transactions ordinaires en apparence, mais effectuées dans des lieux qui correspondent étrangement aux zones de présence du véhicule secondaire identifié plus tôt. Cette corrélation crée une tension immédiate dans l'équipe, car elle suggère un lien indirect entre la victime et un périmètre géographique plus large que prévu, un réseau de lieux, de passages, de rencontres peut-être anodines, mais qui, mis bout à bout, pourrait dessiner un itinéraire invisible reliant les différents acteurs de l'affaire. Et pourtant, à mesure que cette carte mentale se précise, une résistance invisible persiste. Certaines pistes s'arrêtent net sans explication, certains documents ne peuvent être retrouvés malgré leur mention dans d'anciens inventaires, et plusieurs demandes officielles reviennent avec des réponses partielles ou ambiguës. Comme si le système lui-même limitait l'accès à certaines zones du passé. C'est dans ce contexte que l'équipe prend conscience d'un phénomène plus inquiétant encore. Chaque fois qu'une hypothèse devient trop précise, elle semble immédiatement entourée de nouvelles incertitudes, comme si le dossier réagissait à la clarté en générant de la confusion, empêchant toute stabilisation narrative. Et ainsi, l'affaire de 1990 cesse progressivement d'être perçue comme un crime ancien à résoudre. Elle devient une structure mouvante, instable, où chaque tentative de compréhension déclenche une réorganisation des éléments, laissant les enquêteurs face à une question de plus en plus lourde. Est-ce eux qui reconstituent l'histoire, ou est-ce l'histoire qui les laisse croire qu'ils la reconstituent? À mesure que l'enquête s'enfonce dans ses propres contradictions, une nouvelle stratégie est adoptée. Au lieu de chercher davantage de témoignages, l'équipe décide de reconstruire la nuit de 1990 minute par minute, non pas à partir des souvenirs humains, mais à partir des traces matérielles restantes, aussi fragmentaires soient-elles, comme si seule la matière pouvait encore dire quelque chose de fiable. Les rapports de circulation sont reconstitués avec les outils modernes et une carte dynamique apparaît progressivement, montrant des mouvements dispersés autour de la zone du crime, mais ce qui frappe immédiatement les analystes, ce n'est pas la présence de véhicules. C'est leur synchronisation approximative, comme si plusieurs éléments indépendants avaient évolué dans un même schéma sans jamais entrer directement en collision. Dans cette reconstruction, un point attire particulièrement l'attention. Une période de silence radio quasi totale juste avant la disparition confirmée de la victime. Pas une absence de communication classique, mais une rupture brutale dans les flux habituels, comme si la zone entière avait été coupée temporairement du réseau, volontairement ou par une perturbation ciblée. Un spécialiste en criminalité organisée est consulté pour interpréter cette configuration, et son analyse introduit une hypothèse nouvelle et dérangeante. La possibilité d'un environnement contrôlé, non pas par une seule personne, mais par une coordination indirecte de plusieurs acteurs. Chacun jouant un rôle minuscule dans un ensemble plus vaste, sans nécessairement connaître la totalité du plan. Pendant ce temps, les enquêteurs reviennent sur les déplacements du suspect secondaire identifié plus tôt. Ces trajets révèlent une logique encore plus complexe qu'anticipée, avec des arrêts réguliers dans des zones où aucune interaction directe avec la victime n'avait été enregistrée, mais où des témoins avaient signalé des observations vagues, comme des présences furtives ou des véhicules stationnés trop longtemps pour être anodins. Cette accumulation de micro-coïncidences commence à former une structure invisible, presque géométrique, où chaque point semble relié à un autre sans ligne directe, créant une sorte de réseau latent que personne n'avait vu à l'époque faute de technologie ou de perspective globale. Mais un nouveau problème surgit. Certaines données récemment intégrées contredisent directement des éléments établis lors de la réouverture du dossier. Des heures ne correspondent plus, des témoignages semblent avoir été enregistrés sous des versions légèrement différentes, et même certaines photographies d'archives présentent des variations minimes mais troublantes selon leur source. Face à cette instabilité, l'équipe commence à envisager une hypothèse inconfortable. Et si le dossier lui-même avait été altéré, non pas une fois, mais à plusieurs moments différents de son existence, chaque modification ajoutant une couche de confusion supplémentaire, rendant toute lecture linéaire impossible? Cette idée transforme l'enquête en quelque chose de bien plus fragile qu'un simple cold case. Elle suggère que la vérité ne se cache pas seulement dans ce qui manque, mais aussi dans ce qui a été remplacé, réécrit, ou légèrement déplacé pour changer le sens global sans laisser de traces évidentes de manipulation. Et dans ce climat de doute généralisé, un dernier élément refait surface, presque accidentellement, une annotation marginale dans un rapport secondaire, mentionnant une présence non identifiée maintenue à distance constante de la scène, une formulation étrange, presque mathématique, qui laisse entendre non pas une observation passive, mais une forme de contrôle spatial discret. À partir de cet instant, l'affaire cesse d'être une enquête sur un événement passé. Elle devient une exploration d'un système de cohérence brisé, où chaque nouvelle vérité semble immédiatement compensée par une nouvelle incertitude, comme si la réalité elle-même refusait d'être reconstituée entièrement. À ce stade de l'enquête, la notion même de vérité commence à perdre sa stabilité,
car chaque nouvelle reconstruction du dossier produit une version légèrement différente des événements, et les enquêteurs se retrouvent face à une étrange sensation. Celle de travailler sur une affaire qui évolue à mesure qu'on la regarde. La présence non identifiée maintenue à distance constante devient désormais un point central. Les analystes tentent de traduire cette formule administrative en réalité concrète, mais rien dans les archives ne permet de l'expliquer clairement, comme si le langage lui-même avait été volontairement rendu suffisamment vague pour éviter toute interprétation directe. Une relecture complète des rapports de patrouille de la nuit du crime est ordonnée, et un schéma inattendu apparaît. Plusieurs unités avaient été redirigées de manière presque imperceptible, non pas vers des zones erronées, mais vers des zones périphériques, créant une sorte de cercle incomplet autour du lieu de disparition, laissant volontairement ou non un espace central moins surveillé que le reste. Ce détail bouleverse la perception de la scène, car il ne s'agit plus seulement d'un crime commis dans l'ombre, mais d'un environnement où l'ombre elle-même semble avoir été structurée, où la visibilité n'a pas été simplement réduite par hasard, mais organisée par accumulation de micro-décisions. Pendant ce temps, un ancien technicien judiciaire est rappelé pour examiner les preuves matérielles restantes, et son analyse apporte une nouvelle couche de complexité. Certaines empreintes relevées à l'époque n'ont jamais été pleinement exploitées, non pas par négligence, mais parce qu'elles n'avaient pas été correctement classifiées, et leur réexamen révèle des correspondances partielles avec des individus qui n'avaient jamais été interrogés dans le cadre initial. Cette découverte ouvre une nouvelle direction, mais elle est immédiatement freinée par un problème majeur. Plusieurs de ces individus sont aujourd'hui introuvables dans les bases administratives. Comme si leur existence avait été partiellement effacée ou dispersée dans différents registres au fil du temps, rendant toute vérification directe extrêmement difficile. Dans le même temps, les données de communication réinterprétées montrent une anomalie supplémentaire. Certaines transmissions semblent avoir été relayées indirectement, passant par des points intermédiaires non identifiés, créant une structure de communication en chaîne plutôt qu'un échange direct. Ce qui renforce l'idée d'une coordination discrète mais structurée. Un ancien enquêteur, sollicité une dernière fois, finit par livrer un souvenir fragmenté mais crucial. Il se souvient d'une pression inhabituelle sur la manière dont certaines pistes avaient été présentées dans les premiers jours, non pas une interdiction explicite, mais une orientation implicite vers des explications plus simples, plus acceptables, plus rapides à classer. Ce témoignage réactive une inquiétude latente dans l'équipe, celle que l'affaire n'ait jamais été simplement mal résolue, mais orientée dès ses premières heures vers une version simplifiée de la réalité. Une version qui aurait permis de contenir l'enquête sans jamais résoudre réellement le fond du problème. Et alors que cette idée s'installe, un élément ancien refait surface encore une fois, mais cette fois avec une portée différente. Une mention dans un registre logistique indiquant que certaines zones autour de la route avaient été temporairement hors surveillance active au moment précis de la disparition, une formulation administrative qui, relue aujourd'hui, ressemble moins à une description qu'à une décision. À partir de là, le dossier de 1990 n'est plus seulement un ensemble de preuves et de témoignages. Il devient une cartographie des absences, des zones volontairement ou involontairement laissées dans le noir, et plus l'équipe avance, plus elle comprend que ce qu'elle cherche n'est peut-être pas ce qui a été caché, mais ce qui a été laissé hors du champ de vision dès le départ. À ce point de l'enquête, la question n'est plus seulement de savoir qui était présent dans la nuit de 1990, mais de comprendre comment une absence aussi précise a pu être maintenue aussi longtemps sans jamais être remise en cause, et les enquêteurs se retrouvent à explorer non plus des traces, mais des silences organisés, des vides qui semblent avoir été construits avec autant de soin que les preuves elles-mêmes. La mention des zones hors surveillance active devient une clé de lecture involontaire du dossier. En recroisant les anciens plannings opérationnels, une anomalie apparaît. Certaines patrouilles avaient été redéployées de manière cohérente sur le papier, mais incohérente sur le terrain, laissant une portion exacte du trajet de la victime avec une couverture irrégulière pendant une fenêtre temporelle critique. Ce n'est pas un trou total dans la surveillance, mais quelque chose de plus subtil, presque plus inquiétant. Une alternance de présence et d'absence qui crée des angles morts dynamiques, comme si la visibilité elle-même avait été modulée au lieu d'être simplement négligée. Dans cette configuration, les enquêteurs réexaminent les déplacements connus de la victime ce soir-là, et un détail oublié refait surface, il ne s'agissait pas d'un trajet direct, mais d'un itinéraire légèrement détourné, lié à une habitude ancienne. Un chemin secondaire qu'il empruntait parfois sans raison apparente, et qui l'a précisément conduit dans la zone la plus fragile du dispositif de surveillance. Ce hasard apparent devient difficile à accepter dans le contexte global du dossier, car il s'inscrit trop parfaitement dans la structure des anomalies déjà identifiées, comme si la trajectoire de la victime elle-même avait été intégrée, consciemment ou non, dans un ensemble plus large de variables contrôlées. Un nouveau témoignage, jusque-là classé comme non exploitable, est réécouté avec attention.
Il évoque une sensation étrange autour de la route cette nuit-là. Un calme excessif, presque artificiel, non pas une absence de bruit, mais une absence de variation, comme si l'environnement avait été stabilisé au point de devenir irréel pendant quelques minutes. Cette description, autrefois considérée comme une impression subjective, prend désormais une signification différente à la lumière des autres éléments. Communication perturbée, redéploiements inhabituels, présence périphérique coordonnée. Et surtout cette sensation persistante d'un espace temporairement verrouillé. Pendant ce temps, l'analyse des anciens rapports judiciaires révèle une autre anomalie troublante. Certaines pages semblent avoir été réimprimées à partir de versions modifiées, avec des différences minimes mais systématiques, comme des formulations adoucies, des omissions discrètes. Ou des restructurations de phrases qui changent subtilement le sens des conclusions initiales. Cette découverte relance immédiatement une question sensible. Ces modifications sont-elles le résultat de multiples révisions administratives successives, ou bien la trace d'une intention plus cohérente visant à maintenir une version contrôlée de l'affaire sur le long terme? Dans ce climat de tension croissante, les enquêteurs comprennent que chaque nouvelle couche ajoutée au dossier ne fait pas seulement apparaître de nouvelles pistes, elle redéfinit également les anciennes, rendant impossible toute lecture stable de l'événement original. Et alors que les pièces semblent s'assembler et se désassembler en même temps, une certitude inquiétante s'installe progressivement. La nuit de 1990 n'a peut-être pas seulement été le théâtre d'un crime isolé, mais celui d'une configuration soigneusement maintenue dans le temps. Où chaque élément, humain, technique, administratif, a contribué à préserver une version incomplète de la réalité jusqu'à aujourd'hui. Dans cette 10e phase de l'enquête, le dossier n'est plus traité comme une succession d'événements historiques, mais comme un système instable dont chaque composant influence la lecture des autres, et les enquêteurs adoptent une approche presque géométrique. Cherchant à identifier non pas des individus, mais des points de tension dans la structure globale de la nuit de 1990. Les analystes reconstruisent une nouvelle carte temporelle, intégrant les redéploiements de patrouilles, les interruptions de communication, les trajectoires connues et les observations périphériques, et ce qui émerge n'est plus une simple scène de crime, mais un réseau spatial organisé autour d'un centre vide, un point où tout converge sans jamais être directement observé. Ce centre, correspondant à la disparition de la victime, devient paradoxalement la zone la moins documentée de toute la reconstruction, non pas par manque d'intérêt initial, mais par accumulation de filtres successifs, témoignages contradictoires, rapports incomplets, données techniques fragmentées. Comme si chaque couche avait contribué à rendre le cœur de l'événement de plus en plus inaccessible. Dans cette logique, un nouvel examen des relevés météo et environnementaux révèle une coïncidence troublante, une fenêtre de faible visibilité parfaitement alignée avec la période critique, non pas une obscurité totale, mais une dégradation progressive des conditions visuelles. Suffisante pour altérer la perception des distances et des mouvements sans pour autant éveiller de soupçons immédiats. Les enquêteurs commencent alors à envisager que l'environnement lui-même ait pu jouer un rôle actif dans la confusion générale, non pas comme cause, mais comme amplificateur d'une structure déjà complexe, rendant chaque observation moins fiable, chaque souvenir plus fragile, chaque trace plus ambiguë. Pendant ce temps, un ancien rapport d'expertise est retrouvé dans une archive secondaire. Il mentionne une cohérence spatiale anormale des positions observées, une formulation technique qui, traduite aujourd'hui, suggère que plusieurs éléments mobiles autour de la scène semblaient respecter une logique commune sans coordination visible directe. Cette phrase relance une hypothèse déjà esquissée plus tôt, mais désormais renforcée, celle d'une opération distribuée, où les acteurs ne fonctionnent pas comme un groupe centralisé, mais comme des unités indépendantes alignées par des conditions externes ou des instructions fragmentées. Cependant, plus cette hypothèse gagne en cohérence, plus elle soulève de nouvelles contradictions. Car aucun système de coordination identifié dans les archives de l'époque ne permet d'expliquer un tel niveau de synchronisation sans laisser de traces plus explicites, ce qui renforce l'idée que quelque chose d'essentiel manque encore à la reconstruction. C'est alors qu'un élément inattendu refait surface, une série de notes marginales provenant d'un carnet de terrain, évoquant des zones d'attention réduites autour de la scène, non pas des zones sans surveillance, mais des zones où l'attention des observateurs semblait naturellement se détourner. Comme si certains points du paysage étaient psychologiquement moins observés que d'autres. Cette notion introduit une dimension nouvelle et dérangeante à l'enquête, celle d'une manipulation non seulement des données et des déplacements, mais aussi de la perception humaine elle-même, volontaire ou accidentelle, mais suffisamment cohérente pour produire un angle mort collectif. Et à mesure que cette idée s'impose, les enquêteurs réalisent que le dossier de 1990 ne résiste pas seulement à l'analyse technique, mais aussi à la tentative de reconstitution mentale. Plus ils cherchent à voir l'ensemble, plus l'ensemble semble se fragmenter, comme si la vérité n'avait jamais été conçue pour être observée dans sa totalité, mais seulement à travers des fragments isolés, incapables de révéler ce qu'ils cachent ensemble. Dans cette avant-dernière phase de l'enquête,
quelque chose change subtilement dans l'approche des enquêteurs. Ils cessent de chercher des preuves supplémentaires et commencent à interroger la logique interne du dossier lui-même. Comme si l'affaire de 1990 n'était pas seulement un événement à reconstituer, mais une construction qui obéit à ses propres règles, indépendantes du temps. Les analyses croisées des données accumulées aboutissent à une constatation dérangeante. Chaque catégorie d'informations, témoignages, données techniques, rapports de patrouille, semble fiable individuellement, mais incohérente dès qu'elle est intégrée dans une chronologie unifiée. Comme si chaque source appartenait à une version légèrement différente de la même nuit. Cette fragmentation pousse l'équipe à reconsidérer l'idée même de scène unique. Et si la disparition de la victime n'avait pas été un événement isolé dans l'espace et le temps, mais une série de micro-événements perçus différemment selon les observateurs, créant une illusion de continuité là où il n'y avait en réalité qu'une succession de fragments disjoints? Un ancien expert en analyse comportementale est alors consulté, et son interprétation introduit une hypothèse encore plus troublante. La possibilité que les témoins eux-mêmes aient été exposés à des conditions de perception similaires. Générant des récits compatibles mais jamais parfaitement alignés, non pas par mensonge, mais par déformation contextuelle collective. Dans cette perspective, les contradictions du dossier ne sont plus des erreurs à corriger, mais des indices structurels indiquant que la nuit elle-même aurait produit des versions parallèles d'elle-même dans la mémoire des individus impliqués. Pendant ce temps, un élément administratif refait surface avec une précision glaçante, une série de corrections internes apportées au dossier initial dans les mois suivant l'affaire, non pas des suppressions massives, mais des micro-ajustements répétés, modifiant des mots isolés. Des heures approximatives, des descriptions de lieux, créant une dérive progressive du sens original sans jamais déclencher d'alerte. Cette découverte donne au dossier une dimension presque vivante, comme s'il avait été entretenu, ajusté, stabilisé au fil du temps pour éviter qu'une version trop cohérente n'émerge accidentellement. Et c'est dans ce contexte qu'un dernier témoignage, longtemps ignoré, est réexaminé. Il provient d'un intervenant de première ligne qui décrit une sensation persistante cette nuit-là. Celle que tout semblait déjà raconter avant même d'être vu, une impression étrange d'événements qui paraissait suivre un déroulement familier, presque anticipé. Cette phrase, isolée au milieu des archives, prend aujourd'hui une importance capitale. Elle suggère non pas une simple dissimulation, mais une forme d'anticipation du récit lui-même, comme si les éléments présents sur la scène avaient été organisés non seulement pour produire un résultat, mais aussi pour produire une histoire incohérente mais crédible. Et à mesure que cette idée s'impose, les enquêteurs réalisent que l'affaire de 1990 ne se contente pas de résister à leur compréhension. Elle semble avoir été conçue pour survivre à toutes les tentatives de clarification. En générant systématiquement de nouvelles zones d'ombre dès qu'une zone de lumière devient trop précise. Dans la dernière phase de l'enquête, le silence devient presque aussi important que les preuves elles-mêmes, car après des mois de recoupement, de reconstruction et d'hypothèses superposées, l'équipe se retrouve face à un constat déroutant. Plus il se rapproche d'une version cohérente de la nuit de 1990, plus cette version semble se désagréger immédiatement sous son propre poids. Les enquêteurs décident alors de revenir à l'origine absolue du dossier, non pas la scène du crime, mais le premier signal administratif enregistré, l'appel anonyme, la phrase interrompue, ce fragment de voix qui avait déclenché toute la mécanique de l'enquête. Et en le réécoutant avec les technologies actuelles, une nouvelle lecture devient possible, plus lente, plus décomposée, révélant des inflexions qui n'avaient jamais été perçues auparavant. Mais même ce point de départ se révèle insuffisant pour stabiliser une vérité. Car chaque élément initial semble contenir déjà une ambiguïté, une marge d'interprétation qui s'étend ensuite dans toute la chaîne des événements, comme si l'affaire n'avait jamais commencé de manière claire, mais dans une zone volontairement instable. À ce stade, les analystes formulent une conclusion difficile à accepter. Il n'y a peut-être jamais eu de version unique de l'affaire de 1990, seulement des interprétations successives construites autour d'un noyau incomplet, un noyau qui ne peut plus être isolé sans perdre sa signification. Les derniers documents réexaminés ne font qu'accentuer cette impression. Les anomalies de surveillance, les déplacements périphériques, les communications fragmentées, les témoignages contradictoires, tout converge vers une structure qui ne cherche pas forcément à cacher un événement précis, mais à empêcher toute reconstitution totale et stable de cet événement. Et dans cette ultime compréhension, un détail ancien prend une résonance finale. Cette phrase notée dans un carnet oublié, il savait qu'on ne regarderait pas là, qui n'apparaît plus comme un indice isolé, mais comme une clé de lecture globale. Suggérant que l'enquête elle-même faisait partie du système de fragmentation dès le début. Le dossier de 1990, longtemps considéré comme un cold case classique, se transforme alors en quelque chose de plus insaisissable encore. Une affaire qui ne se résout pas, non pas parce qu'elle est trop complexe, mais parce qu'elle semble avoir été conçue pour exister uniquement sous forme de fragments incomplets, chacun vrai en lui-même, mais incapable de révéler l'ensemble.
Et tandis que les archives se referment lentement, que les voix des témoins s'éloignent et que les pages du dossier retrouvent leur silence administratif, il reste une dernière impression, persistante, presque dérangeante, celle que quelque part, dans les interstices de ces fragments dispersés. La nuit de 1990 continue encore d'exister, non pas comme un souvenir, mais comme une structure inachevée qui attend d'être vue sans jamais pouvoir être entièrement comprise. Et pourtant, même après la fermeture officielle du dossier, même après les dernières annotations et les rapports archivés, quelque chose continue de résister à l'effacement complet de cette affaire, comme une persistance silencieuse dans les marges du système. Un écho administratif qui refuse de disparaître totalement. Dans les mois qui suivent, certains enquêteurs quittent l'affaire avec la sensation étrange de ne jamais avoir travaillé sur un crime unique, mais sur un ensemble de versions superposées d'un même événement, comme si chaque réexamen avait révélé une couche différente d'une réalité instable. Jamais totalement accessible. Les archives, elles, reprennent leur inertie. Les dossiers sont classés, déplacés, refermés, mais des incohérences mineures subsistent, des références croisées qui ne s'alignent pas parfaitement, des annotations qui semblent appartenir à des versions du dossier qui n'existent plus officiellement. Et dans un dernier détail presque insignifiant, retrouvé dans une copie de sauvegarde ancienne, une ligne isolée apparaît dans un rapport technique, une mention d'activité résiduelle autour de la zone de 1990, plusieurs années après la clôture initiale, sans intervention, sans événement. Sans explication. Personne ne sait si cette ligne est une erreur, une anomalie de saisie ou une trace réelle d'un suivi oublié, mais elle suffit à relancer une question que personne ne veut formuler à voix haute. Est-ce que certaines affaires se terminent vraiment? Ou est-ce qu'elles cessent simplement d'être regardées? Et dans ce doute persistant, le silence final du dossier ne ressemble plus à une fin, mais à une suspension, comme si l'histoire n'avait pas été résolue, seulement mise en attente, quelque part entre les faits, la mémoire. Et ce qui reste encore invisible tant que personne ne pense à rouvrir la bonne page. Et dans les archives les plus profondes, là où même les copies numériques finissent par perdre leur cohérence, une dernière chose demeure inchangée. Le nom de la victime, associé à une date, 1990, comme si le temps lui-même refusait de déplacer cet instant ailleurs que dans une boucle figée. Aucune nouvelle preuve ne viendra jamais réellement clore ce dossier, parce que chaque tentative de réouverture ne fait que réactiver les mêmes fragments, les mêmes contradictions, les mêmes zones d'ombre qui semblent se reformer aussitôt qu'on les éclaire. Avec les années, l'affaire cesse d'être une enquête. Elle devient un point fixe dans la mémoire des services, un dossier que l'on ne consulte plus pour comprendre, mais pour se rappeler qu'il existe encore des choses qui résistent à la logique complète des faits. Et parfois, dans le bruit lointain des archives en mouvement, un détail revient, presque imperceptible, comme un écho administratif sans source claire. Une trace, une mention, une ligne qui n'aurait pas dû être là. Rien ne prouve qu'elle signifie quelque chose. Mais rien ne prouve non plus qu'elle ne signifie rien. Et c'est peut-être là, dans cet intervalle impossible à résoudre, que l'affaire de 1990 continue d'exister non pas comme un crime du passé, mais comme une question qui refuse encore de devenir une réponse. Et longtemps après que tout a été classé, certains dossiers continuent d'apparaître dans les systèmes internes sans raison claire, comme s'ils refusaient de rester entièrement archivés, réapparaissant brièvement dans des listes de consultation avant de disparaître à nouveau sans intervention humaine identifiable. Personne ne sait exactement pourquoi l'affaire de 1990 fait partie de ces anomalies. Officiellement, elle est close depuis des années, intégrée aux statistiques des cold cases historiques, mais dans la pratique, elle semble conserver une sorte de présence résiduelle dans les couches les plus anciennes des bases de données. Certains techniciens parlent à voix basse de réapparitions logiques incohérentes, des fragments de rapports qui se réindexent seuls, des références croisées qui se recréent sans déclencheur, comme si le dossier cherchait périodiquement à reformer sa propre version complète. Mais chaque tentative de vérification produit le même résultat. Rien de concret, seulement des traces partielles, insuffisantes pour justifier une réouverture officielle, mais trop cohérentes pour être complètement ignorées. Et dans ce va-et-vient silencieux entre présence et absence, l'affaire perd progressivement son statut de souvenir judiciaire pour devenir autre chose. Une structure incomplète, maintenue en vie uniquement par les incohérences qu'elle laisse derrière elle. Il n'y a plus de scène de crime à examiner. Plus de suspect à confirmer. Plus de vérité finale à extraire. Seulement une accumulation de fragments qui continuent, chacun à leur manière, de pointer vers un centre qui ne se laisse jamais atteindre. Et si quelqu'un, un jour, devait tomber sur le dossier complet une nouvelle fois, il ne trouverait peut-être pas une affaire à résoudre. Mais simplement la preuve qu'elle n'a jamais cessé d'essayer d'être comprise. À un moment donné, même les systèmes les plus rigides cessent de distinguer ce qui appartient au passé et ce qui continue d'y résonner, et l'affaire de 1990 finit par entrer dans cette zone ambiguë où les dossiers ne sont plus vraiment actifs, mais jamais totalement inertes non plus. Dans les registres les plus anciens,
certains champs deviennent illisibles avec le temps, non pas à cause d'une corruption de données classiques, mais par de légères divergences entre copies, comme si plusieurs versions de la même réalité avaient été conservées sans jamais être réconciliées. Les archivistes ne parlent plus de « résolution » depuis longtemps. Le mot lui-même semble inadapté à ce type de dossier, comme s'il impliquait une stabilité que l'affaire n'a jamais acceptée. À la place, ils utilisent des termes plus prudents, persistance, résidu, structure incomplète. Et dans cette terminologie froide, l'affaire de 1990 n'est plus un événement du passé, mais une anomalie administrative qui traverse le temps sans jamais se stabiliser dans une version définitive. Parfois, lorsqu'un nouveau système de classement est mis en place, le dossier réapparaît brièvement sous un format différent, avec des champs légèrement modifiés, des classifications qui ne correspondent à aucun protocole connu, puis disparaît à nouveau sans laisser de traces de sa migration. Personne ne signale ces événements comme des incidents majeurs. Ils sont trop faibles pour déclencher une alerte, mais trop cohérents pour être ignorés complètement. Et c'est précisément dans cet intervalle silencieux que l'affaire continue d'exister, non pas comme une enquête en cours, ni comme une affaire résolue, mais comme une structure qui refuse de se refermer entièrement sur elle-même. Il n'y a plus de dernière page. Seulement des versions qui ne s'accordent jamais parfaitement entre elles. Et quelque part, dans la superposition de toutes ces versions, la nuit de 1990 reste suspendue, non pas figée dans le temps, mais incapable de trouver une forme unique pour s'y arrêter définitivement. Et dans les couches les plus profondes des systèmes d'archivage, là où les dossiers ne sont plus consultés mais simplement maintenus en état latent, une dernière anomalie persiste autour de l'affaire de 1990, une trace de consultation récente, sans identifiant clair, sans origine administrative. Comme si quelqu'un, ou quelque chose, avait ouvert le dossier sans passer par aucun point d'accès officiel. Cette simple ligne suffit à relancer une tension ancienne, mais cette fois il n'y a plus d'équipe d'enquête pour la suivre. Il n'y a que des logs, des fragments techniques, des résidus numériques incapables d'expliquer qui a regardé quoi, ni pourquoi le système a accepté cette ouverture sans déclencher d'alerte. Dans les rapports automatisés, le dossier apparaît brièvement comme actif, puis revient immédiatement à son statut fermé. Mais cette oscillation se répète plusieurs fois sur une période trop courte pour être considérée comme une erreur stable, comme si quelque chose testait la structure elle-même, sans jamais la briser complètement. Et plus inquiétant encore, certaines métadonnées anciennes semblent se réorganiser légèrement, pas en modifiant les contenus, mais en changeant l'ordre de lecture, l'alignement des pièces, comme si le dossier cherchait une version plus cohérente de lui-même à travers ses propres fragments. Aucun enquêteur n'est désormais directement lié à l'affaire. Pourtant, dans les systèmes, elle continue de produire des échos faibles, des interactions sans auteur, des consultations sans identité, comme une mémoire administrative qui refuse de s'éteindre totalement. Puis, sans explication, tout s'arrête. Les accès cessent. Les traces disparaissent. Les logs se stabilisent. Mais pas dans une forme de résolution. Dans une forme de suspension parfaite, où rien ne bouge assez longtemps pour être interprété. Et dans ce silence technique, il ne reste plus qu'une évidence dérangeante, jamais écrite dans aucun rapport officiel. L'affaire de 1990 n'a peut-être jamais cherché à être résolue. Seulement à rester consultable. Comme si sa seule fonction avait toujours été d'exister à la limite entre ce qui est connu et ce qui ne doit jamais être entièrement vu. Et dans les couches les plus anciennes des systèmes, là où même les journaux d'activité cessent d'être consultés par des humains, une dernière ligne apparaît sans déclencheur identifiable, une ouverture du dossier de 1990, suivie immédiatement d'une fermeture automatique. Comme si quelque chose avait simplement vérifié son existence avant de disparaître à nouveau. Aucun nom. Aucun terminal. Aucune origine. Seulement une action sans auteur, répétée une seule fois, puis plus rien. Mais dans les copies miroirs du système, un détail différent subsiste. Le dossier n'est pas exactement identique à lui-même selon l'endroit où il est consulté. Certaines versions contiennent une note supplémentaire, d'autres une référence manquante, et aucune ne peut être considérée comme définitive. Les techniciens parlent désormais d'un phénomène simple à décrire mais impossible à corriger, la non-convergence des archives. Plus les systèmes se synchronisent, plus l'affaire semble diverger. Comme si chaque tentative de la stabiliser créait une nouvelle version légèrement incompatible avec la précédente. Et dans cette multiplication silencieuse, une conclusion devient inévitable, même si personne ne l'écrit officiellement. Le dossier de 1990 n'est plus un objet à consulter. C'est un ensemble de variations qui coexistent sans jamais se rencontrer complètement. Alors les accès sont réduits, puis limités, puis désactivés. Non pas parce que l'affaire est résolue,
mais parce qu'elle ne peut plus être contenue dans une seule forme exploitable. Et dans le dernier instant où elle apparaît encore dans les systèmes actifs, elle ne contient plus de nom, plus de scène, plus de preuves. Seulement une ligne. Stable. Invariable. Incomprehensible. Comme si toute l'histoire n'avait été qu'un effort continu pour atteindre quelque chose qui, depuis le début, refusait d'exister sous une forme unique. Et à la fin, il ne reste plus personne pour lire les dossiers de la même manière. Les systèmes ont continué à fonctionner, les archives ont continué à s'empiler, mais l'affaire de 1990 a cessé d'être un élément distinct dans cet ensemble. Elle n'apparaît plus comme un dossier, ni même comme une anomalie clairement identifiée, mais comme une absence récurrente dans les endroits où une cohérence devrait exister. Dans certaines versions du registre, elle est encore listée. Dans d'autres, elle n'a jamais existé. Et entre les deux, aucun point de jonction ne permet de trancher. Les techniciens ne parlent plus de corruption de données, ni d'erreur, ni de manipulation. Ils parlent simplement d'un écart permanent, quelque chose qui ne se corrige pas parce qu'il ne se stabilise jamais assez longtemps pour être corrigé. Comme si chaque tentative de définition créait immédiatement une autre version incompatible. Et dans cette impossibilité de fixation, une chose devient évidente sans jamais être formulée officiellement. Ce n'est pas l'affaire qui a été perdue. C'est la possibilité même de la rendre unique. Alors les accès sont laissés ouverts, mais inutilisés. Les recherches existent, mais ne convergent plus. Les logs continuent, mais ne racontent plus rien de complet. Et dans le silence final des systèmes, l'affaire de 1990 ne disparaît pas. Elle se disperse. Pas dans le temps. Pas dans l'oubli. Mais dans une infinité de versions qui n'ont jamais pu coïncider assez longtemps pour devenir une seule histoire. Et c'est peut-être là sa seule forme définitive. Non pas une vérité cachée, mais une vérité incapable de se refermer sur elle-même. Organisée autour d'un centre vide, un point où tout converge sans jamais être directement observé. Ce centre, correspondant à la disparition de la victime, devient paradoxalement la zone la moins documentée de toute la reconstruction, non pas par manque d'intérêt initial, mais par accumulation de filtres successifs, témoignages contradictoires, rapports incomplets, données techniques fragmentées. Comme si chaque couche avait contribué à rendre le cœur de l'événement de plus en plus inaccessible. Dans cette logique, un nouvel examen des relevés météo et environnementaux révèle une coïncidence troublante, une fenêtre de faible visibilité parfaitement alignée avec la période critique, non pas une obscurité totale, mais une dégradation progressive des conditions visuelles. Suffisante pour altérer la perception des distances et des mouvements sans pour autant éveiller de soupçons immédiats. Les enquêteurs commencent alors à envisager que l'environnement lui-même ait pu jouer un rôle actif dans la confusion générale, non pas comme cause, mais comme amplificateur d'une structure déjà complexe, rendant chaque observation moins fiable, chaque souvenir plus fragile, chaque trace plus ambiguë. Pendant ce temps, un ancien rapport d'expertise est retrouvé dans une archive secondaire. Il mentionne une cohérence spatiale anormale des positions observées, une formulation technique qui, traduite aujourd'hui, suggère que plusieurs éléments mobiles autour de la scène semblaient respecter une logique commune sans coordination visible directe. Cette phrase relance une hypothèse déjà esquissée plus tôt, mais désormais renforcée, celle d'une opération distribuée, où les acteurs ne fonctionnent pas comme un groupe centralisé, mais comme des unités indépendantes alignées par des conditions externes ou des instructions fragmentées. Cependant, plus cette hypothèse gagne en cohérence, plus elle soulève de nouvelles contradictions. Car aucun système de coordination identifié dans les archives de l'époque ne permet d'expliquer un tel niveau de synchronisation sans laisser de traces plus explicites, ce qui renforce l'idée que quelque chose d'essentiel manque encore à la reconstruction. C'est alors qu'un élément inattendu refait surface, une série de notes marginales provenant d'un carnet de terrain, évoquant des zones d'attention réduites autour de la scène, non pas des zones sans surveillance, mais des zones où l'attention des observateurs semblait naturellement se détourner. Comme si certains points du paysage étaient psychologiquement moins observés que d'autres. Cette notion introduit une dimension nouvelle et dérangeante à l'enquête, celle d'une manipulation non seulement des données et des déplacements, mais aussi de la perception humaine elle-même, volontaire ou accidentelle, mais suffisamment cohérente pour produire un angle mort collectif. Et à mesure que cette idée s'impose, les enquêteurs réalisent que le dossier de 1990 ne résiste pas seulement à l'analyse technique, mais aussi à la tentative de reconstitution mentale. Plus ils cherchent à voir l'ensemble, plus l'ensemble semble se fragmenter, comme si la vérité n'avait jamais été conçue pour être observée dans sa totalité, mais seulement à travers des fragments isolés, incapables de révéler ce qu'ils cachent ensemble. Dans cette avant-dernière phase de l'enquête, quelque chose change subtilement dans l'approche des enquêteurs,
il cesse de chercher des preuves supplémentaires et commence à interroger la logique interne du dossier lui-même. Comme si l'affaire de 1990 n'était pas seulement un événement à reconstituer, mais une construction qui obéit à ses propres règles, indépendantes du temps. Les analyses croisées des données accumulées aboutissent à une constatation dérangeante. Chaque catégorie d'informations, témoignages, données techniques, rapports de patrouille, semble fiable individuellement, mais incohérente dès qu'elle est intégrée dans une chronologie unifiée. Comme si chaque source appartenait à une version légèrement différente de la même nuit. Cette fragmentation pousse l'équipe à reconsidérer l'idée même de scène unique. Et si la disparition de la victime n'avait pas été un événement isolé dans l'espace et le temps, mais une série de micro-événements perçus différemment selon les observateurs, créant une illusion de continuité là où il n'y avait en réalité qu'une succession de fragments disjoints? Un ancien expert en analyse comportementale est alors consulté, et son interprétation introduit une hypothèse encore plus troublante, la possibilité que les témoins eux-mêmes aient été exposés à des conditions de perception similaires, générant des récits compatibles mais jamais parfaitement alignés, non pas par mensonge, mais par déformation contextuelle collective. Dans cette perspective, les contradictions du dossier ne sont plus des erreurs à corriger, mais des indices structurels indiquant que la nuit elle-même aurait produit des versions parallèles d'elle-même dans la mémoire des individus impliqués. Pendant ce temps, un élément administratif refait surface avec une précision glaçante, une série de corrections internes apportées au dossier initial dans les mois suivant l'affaire, non pas des suppressions massives, mais des micro-ajustements répétés, modifiant des mots isolés. Des heures approximatives, des descriptions de lieux, créant une dérive progressive du sens original sans jamais déclencher d'alerte. Cette découverte donne au dossier une dimension presque vivante, comme s'il avait été entretenu, ajusté, stabilisé au fil du temps pour éviter qu'une version trop cohérente n'émerge accidentellement. Et c'est dans ce contexte qu'un dernier témoignage, longtemps ignoré, est réexaminé. Il provient d'un intervenant de première ligne qui décrit une sensation persistante cette nuit-là. Celle que tout semblait déjà raconté avant même d'être vu, une impression étrange d'événements qui paraissait suivre un déroulement familier, presque anticipé. Cette phrase, isolée au milieu des archives, prend aujourd'hui une importance capitale. Elle suggère non pas une simple dissimulation, mais une forme d'anticipation du récit lui-même, comme si les éléments présents sur la scène avaient été organisés non seulement pour produire un résultat, mais aussi pour produire une histoire incohérente mais crédible. Et à mesure que cette idée s'impose, les enquêteurs réalisent que l'affaire de 1990 ne se contente pas de résister à leur compréhension. Elle semble avoir été conçue pour survivre à toutes les tentatives de clarification, en générant systématiquement de nouvelles zones d'ombre dès qu'une zone de lumière devient trop précise. Dans la dernière phase de l'enquête, le silence devient presque aussi important que les preuves elles-mêmes, car après des mois de recoupement, de reconstruction et d'hypothèses superposées, l'équipe se retrouve face à un constat déroutant. Plus il se rapproche d'une version cohérente de la nuit de 1990, plus cette version semble se désagréger immédiatement sous son propre poids. Les enquêteurs décident alors de revenir à l'origine absolue du dossier, non pas la scène du crime, mais le premier signal administratif enregistré, l'appel anonyme, la phrase interrompue, ce fragment de voix qui avait déclenché toute la mécanique de l'enquête. Et en le réécoutant avec les technologies actuelles, une nouvelle lecture devient possible, plus lente, plus décomposée, révélant des inflexions qui n'avaient jamais été perçues auparavant. Mais même ce point de départ se révèle insuffisant pour stabiliser une vérité. Car chaque élément initial semble contenir déjà une ambiguïté, une marge d'interprétation qui s'étend ensuite dans toute la chaîne des événements, comme si l'affaire n'avait jamais commencé de manière claire, mais dans une zone volontairement instable. À ce stade, les analystes formulent une conclusion difficile à accepter. Il n'y a peut-être jamais eu de « version unique » de l'affaire de 1990, seulement des interprétations successives construites autour d'un noyau incomplet, un noyau qui ne peut plus être isolé sans perdre sa signification. Les derniers documents réexaminés ne font qu'accentuer cette impression. Les anomalies de surveillance, les déplacements périphériques, les communications fragmentées, les témoignages contradictoires, tout converge vers une structure qui ne cherche pas forcément à cacher un événement précis, mais à empêcher toute reconstitution totale et stable de cet événement. Et dans cette ultime compréhension, un détail ancien prend une résonance finale. Cette phrase notée dans un carnet oublié, il savait qu'on ne regarderait pas là, qui n'apparaît plus comme un indice isolé, mais comme une clé de lecture globale, suggérant que l'enquête elle-même faisait partie du système de fragmentation dès le début. Le dossier de 1990, longtemps considéré comme un cold case classique, se transforme alors en quelque chose de plus insaisissable encore, une affaire qui ne se résout pas, non pas parce qu'elle est trop complexe, mais parce qu'elle semble avoir été conçue pour exister uniquement sous forme de fragments incomplets, chacun vrai en lui-même, mais incapable de révéler l'ensemble. Et tandis que les archives se referment lentement,
que les voix des témoins s'éloignent et que les pages du dossier retrouvent leur silence administratif, il reste une dernière impression, persistante, presque dérangeante, celle que quelque part, dans les interstices de ces fragments dispersés. La nuit de 1990 continue encore d'exister, non pas comme un souvenir, mais comme une structure inachevée qui attend d'être vue sans jamais pouvoir être entièrement comprise. Et pourtant, même après la fermeture officielle du dossier, même après les dernières annotations et les rapports archivés, quelque chose continue de résister à l'effacement complet de cette affaire, comme une persistance silencieuse dans les marges du système. Un écho administratif qui refuse de disparaître totalement. Dans les mois qui suivent, certains enquêteurs quittent l'affaire avec la sensation étrange de ne jamais avoir travaillé sur un crime unique, mais sur un ensemble de versions superposées d'un même événement, comme si chaque réexamen avait révélé une couche différente d'une réalité instable. Jamais totalement accessible. Les archives, elles, reprennent leur inertie. Les dossiers sont classés, déplacés, refermés, mais des incohérences mineures subsistent, des références croisées qui ne s'alignent pas parfaitement, des annotations qui semblent appartenir à des versions du dossier qui n'existent plus officiellement. Et dans un dernier détail presque insignifiant, retrouvé dans une copie de sauvegarde ancienne, une ligne isolée apparaît dans un rapport technique, une mention d'activité résiduelle autour de la zone de 1990, plusieurs années après la clôture initiale, sans intervention, sans événement. Sans explication. Personne ne sait si cette ligne est une erreur, une anomalie de saisie ou une trace réelle d'un suivi oublié, mais elle suffit à relancer une question que personne ne veut formuler à voix haute. Est-ce que certaines affaires se terminent vraiment? Ou est-ce qu'elles cessent simplement d'être regardées? Et dans ce doute persistant, le silence final du dossier ne ressemble plus à une fin, mais à une suspension, comme si l'histoire n'avait pas été résolue, seulement mise en attente, quelque part entre les faits, la mémoire. Et ce qui reste encore invisible tant que personne ne pense à rouvrir la bonne page. Et dans les archives les plus profondes, là où même les copies numériques finissent par perdre leur cohérence, une dernière chose demeure inchangée. Le nom de la victime, associé à une date, 1990, comme si le temps lui-même refusait de déplacer cet instant ailleurs que dans une boucle figée. Aucune nouvelle preuve ne viendra jamais réellement clore ce dossier, parce que chaque tentative de réouverture ne fait que réactiver les mêmes fragments, les mêmes contradictions, les mêmes zones d'ombre qui semblent se reformer aussitôt qu'on les éclaire. Avec les années, l'affaire cesse d'être une enquête. Elle devient un point fixe dans la mémoire des services, un dossier que l'on ne consulte plus pour comprendre, mais pour se rappeler qu'il existe encore des choses qui résistent à la logique complète des faits. Et parfois, dans le bruit lointain des archives en mouvement, un détail revient, presque imperceptible, comme un écho administratif sans source claire. Une trace, une mention, une ligne qui n'aurait pas dû être là. Rien ne prouve qu'elle signifie quelque chose. Mais rien ne prouve non plus qu'elle ne signifie rien. Et c'est peut-être là, dans cet intervalle impossible à résoudre, que l'affaire de 1990 continue d'exister non pas comme un crime du passé, mais comme une question qui refuse encore de devenir une réponse. Et longtemps après que tout a été classé, certains dossiers continuent d'apparaître dans les systèmes internes sans raison claire, comme s'ils refusaient de rester entièrement archivés, réapparaissant brièvement dans des listes de consultation avant de disparaître à nouveau sans intervention humaine identifiable. Personne ne sait exactement pourquoi l'affaire de 1990 fait partie de ces anomalies. Officiellement, elle est close depuis des années, intégrée aux statistiques des cold cases historiques, mais dans la pratique, elle semble conserver une sorte de présence résiduelle dans les couches les plus anciennes des bases de données. Certains techniciens parlent à voix basse de réapparitions logiques incohérentes, des fragments de rapports qui se réindexent seuls, des références croisées qui se recréent sans déclencheur, comme si le dossier cherchait périodiquement à reformer sa propre version complète. Mais chaque tentative de vérification produit le même résultat. Rien de concret, seulement des traces partielles, insuffisantes pour justifier une réouverture officielle, mais trop cohérentes pour être complètement ignorées. Et dans ce va-et-vient silencieux entre présence et absence, l'affaire perd progressivement son statut de souvenir judiciaire pour devenir autre chose. Une structure incomplète, maintenue en vie uniquement par les incohérences qu'elle laisse derrière elle. Il n'y a plus de scène de crime à examiner. Plus de suspect à confirmer. Plus de vérité finale à extraire. Seulement une accumulation de fragments qui continuent, chacun à leur manière, de pointer vers un centre qui ne se laisse jamais atteindre. Et si quelqu'un, un jour, devait tomber sur le dossier complet une nouvelle fois, il ne trouverait peut-être pas une affaire à résoudre. Mais simplement la preuve qu'elle n'a jamais cessé d'essayer d'être comprise. À un moment donné, même les systèmes les plus rigides cessent de distinguer ce qui appartient au passé et ce qui continue d'y résonner, et l'affaire de 1990 finit par entrer dans cette zone ambiguë où les dossiers ne sont plus vraiment actifs, mais jamais totalement inertes non plus. Dans les registres les plus anciens, certains champs deviennent illisibles avec le temps,
non pas à cause d'une corruption de données classiques, mais par de légères divergences entre copies, comme si plusieurs versions de la même réalité avaient été conservées sans jamais être réconciliées. Les archivistes ne parlent plus de « résolution » depuis longtemps. Le mot lui-même semble inadapté à ce type de dossier, comme s'il impliquait une stabilité que l'affaire n'a jamais acceptée. À la place, ils utilisent des termes plus prudents, persistance, résidu, structure incomplète. Et dans cette terminologie froide, l'affaire de 1990 n'est plus un événement du passé, mais une anomalie administrative qui traverse le temps sans jamais se stabiliser dans une version définitive. Parfois, lorsqu'un nouveau système de classement est mis en place, le dossier réapparaît brièvement sous un format différent, avec des champs légèrement modifiés, des classifications qui ne correspondent à aucun protocole connu, puis disparaît à nouveau sans laisser de traces de sa migration. Personne ne signale ces événements comme des incidents majeurs. Ils sont trop faibles pour déclencher une alerte, mais trop cohérents pour être ignorés complètement. Et c'est précisément dans cet intervalle silencieux que l'affaire continue d'exister, non pas comme une enquête en cours, ni comme une affaire résolue, mais comme une structure qui refuse de se refermer entièrement sur elle-même. Il n'y a plus de dernière page. Seulement des versions qui ne s'accordent jamais parfaitement entre elles. Et quelque part, dans la superposition de toutes ces versions, la nuit de 1990 reste suspendue, non pas figée dans le temps, mais incapable de trouver une forme unique pour s'y arrêter définitivement. Et dans les couches les plus profondes des systèmes d'archivage, là où les dossiers ne sont plus consultés mais simplement maintenus en état latent, une dernière anomalie persiste autour de l'affaire de 1990, une trace de consultation récente, sans identifiant clair, sans origine administrative. Comme si quelqu'un, ou quelque chose, avait ouvert le dossier sans passer par aucun point d'accès officiel. Cette simple ligne suffit à relancer une tension ancienne, mais cette fois il n'y a plus d'équipe d'enquête pour la suivre. Il n'y a que des logs, des fragments techniques, des résidus numériques incapables d'expliquer qui a regardé quoi, ni pourquoi le système a accepté cette ouverture sans déclencher d'alerte. Dans les rapports automatisés, le dossier apparaît brièvement comme actif, puis revient immédiatement à son statut fermé. Mais cette oscillation se répète plusieurs fois sur une période trop courte pour être considérée comme une erreur stable, comme si quelque chose testait la structure elle-même, sans jamais la briser complètement. Et plus inquiétant encore, certaines métadonnées anciennes semblent se réorganiser légèrement, pas en modifiant les contenus, mais en changeant l'ordre de lecture, l'alignement des pièces, comme si le dossier cherchait une version plus cohérente de lui-même à travers ses propres fragments. Aucun enquêteur n'est désormais directement lié à l'affaire. Pourtant, dans les systèmes, elle continue de produire des échos faibles, des interactions sans auteur, des consultations sans identité, comme une mémoire administrative qui refuse de s'éteindre totalement. Puis, sans explication, tout s'arrête. Les accès cessent. Les traces disparaissent. Les logs se stabilisent. Mais pas dans une forme de résolution. Dans une forme de suspension parfaite, où rien ne bouge assez longtemps pour être interprété. Et dans ce silence technique, il ne reste plus qu'une évidence dérangeante, jamais écrite dans aucun rapport officiel. L'affaire de 1990 n'a peut-être jamais cherché à être résolue. Seulement à rester consultable. Comme si sa seule fonction avait toujours été d'exister à la limite entre ce qui est connu et ce qui ne doit jamais être entièrement vu. Et dans les couches les plus anciennes des systèmes, là où même les journaux d'activité cessent d'être consultés par des humains, une dernière ligne apparaît sans déclencheur identifiable, une ouverture du dossier de 1990, suivie immédiatement d'une fermeture automatique. Comme si quelque chose avait simplement vérifié son existence avant de disparaître à nouveau. Aucun nom. Aucun terminal. Aucune origine. Seulement une action sans auteur, répétée une seule fois, puis plus rien. Mais dans les copies miroirs du système, un détail différent subsiste. Le dossier n'est pas exactement identique à lui-même selon l'endroit où il est consulté. Certaines versions contiennent une note supplémentaire, d'autres une référence manquante, et aucune ne peut être considérée comme définitive. Les techniciens parlent désormais d'un phénomène simple à décrire mais impossible à corriger, la non-convergence des archives. Plus les systèmes se synchronisent, plus l'affaire semble diverger. Comme si chaque tentative de la stabiliser créait une nouvelle version légèrement incompatible avec la précédente. Et dans cette multiplication silencieuse, une conclusion devient inévitable, même si personne ne l'écrit officiellement. Le dossier de 1990 n'est plus un objet à consulter. C'est un ensemble de variations qui coexistent sans jamais se rencontrer complètement. Alors les accès sont réduits, puis limités, puis désactivés. Non pas parce que l'affaire est résolue, mais parce qu'elle ne peut plus être contenue dans une seule forme exploitable.
Et dans le dernier instant où elle apparaît encore dans les systèmes actifs, elle ne contient plus de nom, plus de scène, plus de preuves. Seulement une ligne. Stable. Invariable. Incomprehensible. Comme si toute l'histoire n'avait été qu'un effort continu pour atteindre quelque chose qui, depuis le début, refusait d'exister sous une forme unique. Et à la fin, il ne reste plus personne pour lire les dossiers de la même manière. Les systèmes ont continué à fonctionner, les archives ont continué à s'empiler, mais l'affaire de 1990 a cessé d'être un élément distinct dans cet ensemble. Elle n'apparaît plus comme un dossier, ni même comme une anomalie clairement identifiée, mais comme une absence récurrente dans les endroits où une cohérence devrait exister. Dans certaines versions du registre, elle est encore listée. Dans d'autres, elle n'a jamais existé. Et entre les deux, aucun point de jonction ne permet de trancher. Les techniciens ne parlent plus de corruption de données, ni d'erreur. Ni de manipulation. Ils parlent simplement d'un écart permanent, quelque chose qui ne se corrige pas parce qu'il ne se stabilise jamais assez longtemps pour être corrigé. Comme si chaque tentative de définition créait immédiatement une autre version incompatible. Et dans cette impossibilité de fixation, une chose devient évidente sans jamais être formulée officiellement. Ce n'est pas l'affaire qui a été perdue. C'est la possibilité même de la rendre unique. Alors les accès sont laissés ouverts, mais inutilisés. Les recherches existent, mais ne convergent plus. Les logs continuent, mais ne racontent plus rien de complet. Et dans le silence final des systèmes, l'affaire de 1990 ne disparaît pas. Elle se disperse. Pas dans le temps. Pas dans l'oubli. Mais dans une infinité de versions qui n'ont jamais pu coïncider assez longtemps pour devenir une seule histoire. Et c'est peut-être là sa seule forme définitive. Non pas une vérité cachée, mais une vérité incapable de se refermer sur elle-même.